Émission 806. Cette semaine, Transformers Back to the Future. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Ah, j'étais pas sûr qu'elle allait le dire, mais il l'a dit, l'ensemble. Benoît, merci au micro. Et cette semaine, j'entoure une équipe dont les membres sont remplis d'énergie ou de microplastiques. C'est un des deux. C'est peut-être les deux, en fait. Il est probablement les deux, en fait. Ouais, c'est probablement les deux. Un égale l'autre. En fait. Oui, probablement. Ouais, depuis une couple d'années, c'est être vivant qui vaut microplastique. Le premier, s'il y a une personne dans ce monde qui peut distinguer l'arbre de la forêt, c'est bien lui, de Décideret. Étienne Forêt est avec nous. C'est bien moi. Une petite joke d'arbre pour commencer, Étienne. Ah oui, bravo. Ben, écoute, j'ai cherché fort. Là. Ben oui, je suis allé là. Et le dernier, notre invité cette semaine, il compte les dodos d'ici le week-end, le directeur de la programmation du Comic-Con de Montréal, notre ami Cliff Caporale. Salut, Cliff! Cliff qui est comme un... Je compte pas les dodos, je dors plus, là, Benoît. Oui, je sais. C'est ça. Je sais. Ton compteur reste à zéro. Oui, puis écoute, ça va être... Puis le Comic-Con fini, puis tu dors pas non plus parce que t'as pas fini après le démontage, tout ça, là, ça se fait pas de même, là. Non, ben, moi, non, j'ai le closing, l'événement de fermeture, puis après ça, je dis bye-bye tout le monde, arrangez-vous, pas de problème. Tu délègues. Moi, je m'en vais me coucher. Puis il y a quelqu'un qui m'appelle, il dit « Hey, peux-tu apporter tel artiste à l'aéroport? » Puis là, je dis On voit ça. Pour les gens à la maison qui... je pense que vous connaissez Cliff, ça fait des années. C'est comme notre guest star sur Melrose Place. Il est comme guest star depuis 7 saisons, mais il fait partie pratiquement de la distribution. Comme je l'ai mentionné, tu es le directeur de la programmation du Comic-Con de Montréal qui aura lieu ce week-end, vendredi, samedi et dimanche, donc du 14 au 16 au Palais des Congrès de Montréal. C'est un gros événement. C'est qu'on est rendu quoi, à la 16e année, je pense, Cliff? 15e année, peut-être? Ben, dans le fond, c'est la 13e édition. Ouais. Mais il y avait des éditions. Les petites, ouais, c'est ça. Ouais, c'était la pandémie, là. Il n'y avait pas d'édition pendant cette période-là. Ça me dit rien, c'est la pandémie. Puis il y avait les premières éditions, on les compte pas parce que c'était juste comme une salle avec des BD. Ouais. Là, c'est beaucoup plus que ça. Puis je te remercie parce que tu as accepté d'être là. Puis comme on le dit, tu as été super occupé en ce moment. Puis on va te couper la conversation. Puis tu vas aller faire autre chose. Mais je le parlais un petit peu avec toi de tout ça parce que, écoute, c'est une tradition mystérieuse étonnante. Puis tu l'as souligné avant le début de l'émission. Tu voulais qu'on parle du fait que cette année, le Comic-Con, quoique il y en a déjà eu dans les années précédentes, a une grosse présence d'artistes de comic book qui vont être sur le plancher du Palais des Congrès. Puis je regardais la liste juste avant l'émission. Là, on a des gros noms. Là, on a Steve McNiven, Greg Capullo, on a Rags Morales, Ken Lashley, Gail Simone, qui est une autrice, mais qui sera présente également, Arthur Sundam. Ça, c'est juste Sundam, merci. Sundam. Et là, c'est sans compter tous les artistes québécois, pas tous les artistes québécois, mais une bonne partie des artistes québécois qui font partie de la communauté des BDistes et auteurs de BD ici, montréalaises et au Québec. C'est quand même gros. Vous avez décidé de mettre l'emphase sur le comics cette année, là. Ça fait partie de... Oui, puis même parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous critiquent, puis je comprends parce que il y a un côté du marketing que le grand focus, c'est sur les célébrités. Bien sûr, les télés vont parler plus de toi quand que tu parles de Christina Ricci, que c'est très bien. Mais quand même, on voulait montrer que c'est pas oublié. Alors, cette année, quand on a commencé, même les premières annonces à l'événement, on a décidé, on met le focus le premier mois avant nos annonces de célébrités. Donc, ça va être sur les bandes dessinées. Fait que je pense qu'on a commencé avec 20 artistes déjà out of the gate. Puis après ça, quand la conférence de presse est venue au mois d'avril, on a annoncé Greg Capullo, puis on a continué à ajouter d'autres personnes, Frank Thierry, Steve McNiven, et on en passe. Il y en a tellement, c'est tellement des bons, puis une bonne variété que très excité pour... Est-ce que c'est difficile de faire venir des artistes de comic book établis dans la culture anglo-saxonne ici au Québec? Gars, je vais te dire, c'est difficile dans le fond que quand j'ai commencé, il n'y en avait pas énormément de congrès de bande dessinée, de comic book à travers l'Amérique du Nord. T'sais. Il y en avait, mais là, il y a eu une explosion. OK? Fait qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on va dire que tu as un artiste comme
On va dire Jake Dion. Mettons. On prenait un gars au hasard comme ça. Là. Ouais. Fait que Jake, tu sais, il se faisait éviter. Tu sais, je l'appelais au début. C'est pas le cas, pas. C'est juste une histoire. Une idée, ouais, c'est ça. Ben, je l'appelais au début. Je disais, Jake, peux-tu venir à notre événement? Tu sais, c'est, ouais, je m'en viens. Il n'y a pas de problème. Mais là, Jake, il se fait appeler plusieurs fois ou plein de courriels. Puis Jake, c'est un artiste. Il n'a pas le temps de répondre à plein de courriels. Ben non. Okay? Pas fiable. Fait que, il dit, bon, je suis plus capable, je veux faire des événements, mais j'ai pas le temps de gérer, de faire la gestion de ça. Fait que je vais avoir un agent. Là, c'est ça, tu sais, c'est bien avoir un agent, mais ça met une nouvelle barrière. Ouais, une autre couche entre l'artiste et l'événement. Exactement. Fait que, c'est ça qui devient complexe, parce que tu négocies, puis eux autres, ils font sûr de bien traiter l'artiste. Fait qu'eux autres deal avec des centaines de congrès à travers le monde, puis il va être sûr que l'artiste est bien traité. Puis je comprends absolument ça, mais ça fait que en anglais on dit hurdle, les barrières. Les barrières, les difficultés sont plus grandes, alors ça prend plus de temps. Et maintenant, on connaît un petit peu plus comment ça marche avec les agents et tout, parce que les premières années, on essayait quand même de nos façons, mais là, ça marche. Dans les noms qu'on a mentionnés, on parlait de Greg Capullo, qui est un artiste assez important du côté des Américains. Et récemment, il a fait une excellente run avec Snyder sur Batman. Il a refait un numéro aussi pour The Spawn. C'était beaucoup de gens qui l'ont découvert grâce à la série de Spawn de Todd McFarlane. Mais là, vous allez faire un événement, vous appelez ça l'expérience Capullo. Donc, ça ne s'est pas compris dans le billet du Comic-Con de Montréal. C'est quoi exactement? C'est un événement dans l'événement du Comic-Con? Oui, c'est un événement dans l'événement du Comic-Con. À chaque année, on a comme 1 ou 2 ou 3 événements spéciaux qu'on appelle, que tu as besoin d'un billet de plus. Et pour lui, au lieu que ce soit une conférence normale, c'est lui qui se présente sur scène, il compte ses histoires, mais en même temps qu'il fait ça, les gens s'approchent, il fait des signatures jusqu'à un certain nombre de bandes dessinées. Et on donne une lithographie que je viens de voir cette semaine, qu'on vient d'imprimer. Qui est super belle. Je sais pas c'est quoi le personnage qu'il a fait, mais c'est un super beau dessin. Et ensuite, tu peux prendre un selfie avec. Fait que, ego portrait. Ça se passe au Palais des Congrès? Ça se passe au Palais des Congrès dans une des salles de conférence. C'est le samedi matin à 11h30. Oh, OK. Pour 2 heures. Tandis que la plupart des conférences, c'est 45 minutes. Ouais, c'est gros, là. Oui, c'est gros, puis on veut faire... Que l'affaire qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, oui, on vend ces billets-là, mais on a fait un concours parce que c'est le partenaire pour cet événement-là, c'est Universal Distribution, que c'est comme le distributeur de bandes dessinées et de jeux sur table pour le Québec et l'Est de l'Ontario. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des passes à des magasins de bandes dessinées à travers la région de Montréal, pour donner à des concours à ces gens-là. Fait que, oui, on vend des billets, mais il y a aussi des gens qui vont venir, qui ont gagné un beau prix. Qui ont gagné, c'est tous les propriétaires des dites boutiques qu'ils ont gardées pour... Ça sera à découvrir, justement, le samedi à 11h. Il y a un autre événement spécial dont je veux parler parce que je me suis rendu compte que je suis plus jeune du tout, là. Une partie de la distribution de Smallville qui sera présente cette année au Comic-Con. Est-ce que c'est un peu comme à la manière de Greg Capullo, c'est un événement d'un événement ou c'est ouvert à tous? Non, c'est celui-là. Cet événement-là, il est encore plus spécial, je dirais. C'est-à-dire que c'est Tom Welling et qui est Clark Kent, Superman dans Smallville, et Michael Rosenbaum qui était Lex Luthor dans Smallville. Qui a un excellent podcast, Inside of Me, avec Michael Rosenbaum pour les intéressés. Oui. Puis il était vraiment excellent. C'est un bon... c'est un bon intervention, oui. Fait bien ça. L'affaire intéressante de celui-là, c'est pas une conférence comme telle. Juste pour clarifier, il y a une conférence Smallville avec les 6 acteurs qu'on a avec nous, c'est-à-dire Tom Welling, Michael Rosenbaum, Kirsten Crook, Laura Vandervoort, Erica Durance et aussi John Glover. Alors, je te ferai pas de joke d'Alison Mack, c'est correct. Non, mais trop tard. Trop tard, elle fait. Parce que j'ai envoyé une blague à Cliff, il était comme, pas toi aussi, là. Sex trafficking is no joke. Non, je sais. Ne riais pas de ça. Je riais pas de ça. Non, je sais.
Mais là, fait qu'eux autres se présentent sur scène, c'est samedi après-midi, j'oublie l'heure, je pense que c'est vers 16h. Puis ça, c'est inclus dans ton billet du samedi. Peu importe que tu achètes un billet admission générale ou tu achètes un billet VIP, tu as accès à la salle, il y a 2000 places, puis les gens vont aller checker ça. Ça va être comble, je suis sûr. Oui. Ça, c'est sûr. OK? Mais Michael Rosenbaum et Tom Welling, quand ils sont ensemble dans n'importe quel congrès, ils disent ils vont faire Smallville Nights. C'est vraiment spécifique. C'est pas une conférence, c'est un show humoristique interactif. OK? Fait que ils arrivent là avec leur scénario de Smallville, et les scripts. Puis ils disent OK, toi tu vas faire Clark. Ils prennent quelqu'un de la foule. Et toi tu vas faire Lana Lang. Puis ils le mettent sur la scène, puis ils les dirigent, ces personnages, les personnes. Fait que, oui, ça coûte cher. Le prix, c'est 260 $ pour cet événement-là. Par contre, c'est une expérience unique et que tu vas te rappeler de toute la vie. Imagine que Michael Rosenbaum est là, puis c'est lui le réalisateur, puis il dirige, puis ça devient vraiment drôle et tout, puis ils font plein de jokes. Parce que Michael Rosenbaum, je sais pas si tu l'as déjà vu sur scène parler de Smallville, mais lui, il rit beaucoup de Smallville. Ben, c'est parce que c'est pas... Avec raison. Avec raison. C'est peut-être pas une série qui était particulièrement bien écrite. Je sais qu'il y a des défenseurs de cette série-là. Je reconnais qu'elle a été en ondes pendant très longtemps, mais je rappelle aux gens à la maison que jadis, au Mystérieux, on passait le moment Smallville de la semaine, puis c'était un clip audio tiré au hasard de l'émission, puis c'était fucking ridicule. Là. C'était très mal écrit, Smallville, mais ça a été en ondes là, pendant une décennie. Oui, c'est ça. C'est le Scooby Gang. Sure. C'est un soap opera. Ouais, c'est ce qui est, puis ça a donné naissance à plein d'autres séries, puis que ça a mis un spotlight sur les super-héros, puis on est toujours contents. Exact. Fait que c'est ça, fait que ça va être un show dans ce style-là, c'est à peu près 90 minutes de ça, puis ils veulent aussi, le prix est cher aussi parce qu'ils veulent pas que ça soit comme une salle de 1000 personnes. Ils veulent que ça soit intime. C'est ça le but. Que tu payes cher pour que pas trop de monde vienne. Tu sais à peu près combien de personnes peuvent rentrer dans la salle à peu près que vous allez... La salle la plus petite que j'avais, c'était une salle de 300, mais je pense pas qu'on va passer 150. D'accord. Puis je soulignais le fait que les fans de Star Trek sont extrêmement bien servis ces dernières années. En tout cas, surtout dans la dernière année, parce que la saison de Picard... La troisième saison de Picard a comme sauvé la donne pour moi. Là. J'avais particulièrement détesté les deux premières, mais la troisième, j'ai braillé tout le long. Et Jonathan Frakes, il est de retour encore cette année à Montréal. Est-ce que c'est un événement qui affectionne particulièrement? Parce que ce gars-là, il n'arrête pas. Il réalise, il acte, puis là, il fait des congrès encore. Mais c'est pas la première fois qu'il est à Montréal. Non. La première fois qu'il est venu, c'était en 2014. Ça fait déjà 9 ans. Ça passe vite. Quand il est venu avec la gang de Next Generation. Je me souviens, oui. Et, tu sais, le monsieur, c'est comme un requin. Je pense que s'il arrête de bouger, il va mourir. Une belle image. Il arrête pas, puis c'est bien. Moi, je trouve ça idéal. Puis il est super chill aussi. Je sais pas si tu l'as vu quand il était ici en 2014. Oui, il était très low back. Ouais, il calme les autres aussi, j'ai l'impression, il y a une présence de cet homme-là. Il y a John Delancey, puis il y a aussi le capitaine du Titan, celui qu'on a vu dans la saison 3. Oui, c'est Todd Stashwick. Ça, c'est malade. C'est un acteur qui a aussi joué dans 12 Monkeys, si je me souviens bien. Oui, il a joué aussi dans 12 Monkeys, mais tu veux savoir quelque chose de super intéressant? Go for it. Benoît? Oui, bien sûr. Fait que moi, partie de ma job, c'est s'il m'envoie des bios, moi j'ai corrige ou j'écris dans un certain style ou j'écris à la mitaine, je fais mes recherches. Là, lui, j'avais pas de bio, fait qu'il fallait que je fasse mes recherches, voir c'est quoi qu'il avait fait. Dans ma lecture, j'ai découvert que le monsieur, il est aussi écrivain. Mais pas n'importe quoi, là. Il a écrit un jeu vidéo. What? Oh. On l'apprendra jamais. Oh non. Okay. Cliff, ça a coupé. Fait que faut que ça dit, il a écrit un jeu vidéo, puis ça a coupé. Vas-y, répète-le. Ouais. Fait qu'il a écrit un jeu vidéo de Star Wars. What? Oui. Peut-être vous vous rappelez la personne qui s'occupait de Uncharted, la série Uncharted. J'oublie son nom maintenant. Madame.
Oui. Puis lui, elle, c'est la directrice. Puis lui, avec 2 autres personnes, il a écrit l'histoire au complet de qu'est-ce que ça allait être. Mais malheureusement, ça a été annulé. Dans le temps, Lucasfilm, ils ont dit, je pense pas que les gens vont embarquer dans quelque chose Star Wars s'il n'y a pas de lightsaber. Parce que ça allait être plus comme Andor. Okay. Mais dans le fond, ils se sont trompés. Là. Je pense que les gens y auraient aimé ça quand même. Oui, puis il y a Outlast qui s'en vient, un jeu de Star Wars qui se passe avec des criminels, puis il semble pas y avoir de lightsaber. Là. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est inspiré de choses. Fait que moi, je voulais être le hôte de la conférence, mais malheureusement, il y a quelqu'un d'autre qui l'a eu. Mais moi, je vais trouver un moment pour demander plein de questions à Todd Stashwick de comment que c'est arrivé, pourquoi, c'est quoi qu'il y avait comme histoire. Je pense que je vais passer mon week-end avec. C'est un geek assumé. Je le suis sur Instagram, puis il y a ce qu'on appelle une pièce de Donjons et Dragons. Où il invite des gens pour aller jouer justement. Puis c'est lui le Dungeon Master. Là. C'est un gars qui est pas mal dédié. Écoute, Liv, je voulais pas prendre plus vraiment de ton temps, mais il y a plein de noms disponibles sur le site du Comic-Con de Montréal, montrealcomiccon.com. Comic-Con, on l'écrit C-O-M-I-C-C-O-N. Puis juste mentionner que vous avez eu quand même Ed Greenwood. Là. Il l'avait annoncé la semaine passée, c'est quand même assez exceptionnel. Un des créateurs du Forgotten Realms, créateur de Elfminster, je crois, si je me souviens bien. Un des mages les plus puissants de l'univers de Forgotten Realms. Donc, ça aussi, un gros nom. Puis il y a plein d'acteurs, donc du Québec aussi, des artistes du Québec qui seront présents durant le week-end. T'écoutes la série Yellow Jackets en passant? Oh oui, j'adore Yellow Jacket. Oui, il y a Sophie Nellis qui va être là. Sophie Nellis, exact, c'est ça. Sophie Nellis va être ici. Fait qu'on fait un test, ça va être sa première convention de tous les temps. Nice. Alors, on va voir si elle aime ça, puis elle veut faire d'autres congrès. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger avant qu'on te laisse, Cliff? Quelque chose que tu veux que les gens se souviennent? Un conseil peut-être pour les gens à la maison qui c'est leur premier Comic-Con? Comment bien se planifier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens savent? Oui, le conseil, c'est acheter vos billets en ligne le plus tôt possible. Oui. Pas parce que je veux que vous achetez des billets déjà, mais on s'en va en direction vers stock épuisé pour certains types de billets. Ouais. Surtout les gens qui le attendent. 3 jours, le Deluxe, le VIP 3 jours ou même le samedi. Alors, si ces billets se vendent au complet, les billets de 3 jours, on ne peut pas en rajouter. Par contre, le samedi, si c'est épuisé, OK, ça veut dire qu'on ne pourra pas vendre des billets à la porte jusqu'à après-midi. Fait que si les gens pensaient voir le Comic-Con assez tôt, achetez en ligne en avance, parce que sinon, vous allez être pris dehors à attendre qu'on a le droit de vendre des billets. OK. Ça va être un gros show, peut-être un record. Oh shit! Ben oui, en plus, c'est comme le gros show, là. Pas de restrictions, pas de. Tu sais, on est comme vraiment plus à la normale là, pour l'événement. Là. Merci, Cliff, de ton temps. On te laisse. Puis écoute, je sais que tu as une grosse semaine devant toi. Fait que bonne chance à toi. C'est un grand plaisir. Puis j'espérais passer parler de bière avec Étienne, mais. Ouais, encore une fois. On va laisser faire. OK. Salut, bye-bye, Cliff. Bye. Ouais, je pense que là, il sait pas par contre que tu bois pas, Étienne. Ben, écoute, c'est pas tout le monde qui sait ça encore, mais... Ouais, il va l'apprendre la prochaine fois. C'était Cliff Caporale. Merci à Cliff. En plus, il a découvert juste avant l'émission qu'il n'y avait pas de casque. Fait que c'était pas lui qui était en train de couper du bois à côté. Là. C'est malheureusement la qualité sonore qu'on avait, mais il est tout le temps bien correct. Ah oui, c'est cool. Les gens l'apprécient. C'est comme un personnage de l'univers étendu des Mystérieux. Oui, exact. Qui revient régulièrement. Comme toi, Étienne, qui était là cette semaine pour venir à mon aide, parce que dans les dernières semaines, les gens, en fait, les gars de l'équipe sont pas très disponibles. Tout le monde est en vacances. Tout le monde est en vacances. DJ qui est sur sa BD. Je sais qu'aux dernières nouvelles, Gauthier était à Hawaï. Et Laurent déménageait ce week-end. Donc, finalement. Oui, finalement. Il a déménagé toute cette panoplie de BD. Donc, oui, ça doit être le fun. Cette fois, le carreau pour un mois. Là. Oui, il est bon pour avoir fait son exercice pour l'année. Là. J'ai vu la quantité de BD que Laurent y a. Là. C'est pas à désirer. Mais écoute, on va continuer dans les plugs tant qu'à être dedans. Moi, il y a une chose que je veux plugger. Puis il y a quelque chose qui vient de se concrétiser juste avant le début de l'émission, comme si c'était prévu. C'était prévu, en fait. Oui, c'est ça, c'était prévu. Mais vas-y, vas-y en premier. On va y aller avec ta plug à toi.
Ben oui, écoute, on va plugger une affaire qui arrive pas souvent dans l'univers de Noël chez Isidore. On va faire un live à l'extérieur de nos maisons auquel les gens pourront assister s'ils le veulent. C'est dans le cadre du ZooFest. On va être sur le top du Mix Boss qui va être parké en face du 463 Sainte-Catherine-Ouest. Donc, c'est pas l'Est, c'est l'Ouest, trompez-vous pas. Et ça va être samedi le 15, donc samedi qui vient, à 18h. Donc, ça va être Simon et moi sur le top d'un autobus en train de parler de Noël, d'écouter de la musique. Ça va avoir vraiment rapport. Mais en fait, on va être vraiment proche du Noël du campeur. Oui. Fait que, tu sais, puis là... 9 jours avant. Exact. Puis des épisodes de Noël chez Isidore, maintenant, il y en a bien moins qu'il y en a déjà eu. Ouais. Fait que quand il y en a un en plus live, moi, je pense que vous devriez tous vous garrocher pour aller être là. Il y a tout le temps des chaises devant le boss, puis il y a une TV sur le côté du boss. Fait que si vous ne voyez pas bien dans la réalité, vous pouvez nous regarder sur la TV, puis là, on est juste là, puis là, vous pouvez crier, puis on va vous répondre, puis voilà. Je pense que l'épisode sera disponible un mois plus tard aussi, selon l'entente. Ça se peut-tu? Ou c'est quoi au niveau des restrictions? Est-ce que vous en ont donné? Non, je pense qu'on repart avec l'enregistrement. Sinon, parfait. Ça va vraiment vite, puis on va le sortir. En tout cas, c'était de même l'année passée pour Décideret. Là, j'ai pas confirmé ça, mais peu importe, éventuellement, ça va se retrouver sur le fil RSS normal avec tous les autres épisodes. Mais là, vous avez l'occasion d'aller l'écouter live en étant dehors devant un. C'est que j'essayais de motiver les gens à aller pas en exclusivité. Ben ouais, en exclusivité voir l'épisode. C'est pour ça que je me demandais s'il allait être disponible seulement. Il va l'être éventuellement. Mais honnêtement, je ne sais pas quand. Je n'ai pas discuté de ça avec les amis du Avez-vous préparé de quoi de spécial pour l'événement? Ça va être un épisode comme un autre. Là. Ce qu'on a décidé de faire, ça va être le grand spécial Joyeux Martel puis Bonne Renée si on ne se revoit pas. Donc, là, c'est... OK. Ça m'éclaire pas bien. Il y a littéralement 1 heure. On va parler de René Martel. On a 2 spéciaux de Noël où elle participe, puis on a de la musique, puis d'autres affaires. Fait que ça va être un peu pour le fun. On cherchait quelque chose de très... Noël en juillet, Noël du campeur, mais il y a peu de matériel de ça. Puis ce qu'on trouvait, ça avait l'air plate. Puis ça ne motivait pas bien d'écouter un genre de Hallmark movie super générique, mais qui se passe en juillet. C'est comme on s'en calisse un peu. Là. Vous devriez le faire, vous autres, votre film de Noël du campeur. On devrait. Partez ça, un socio-financement, là, puis... certain, on devrait faire ça. Écoute, on enregistre comme 3 épisodes par année à cette heure, fait qu'on a le temps de faire un film. Exactement, l'énergie, là, tout le temps que vous avez pas mettre là-dedans, faites-le dans le film, mettez-le là dans le film. Je vais en parler à Roadkill de Superstar. Oui, facile faire des films, ils savent. Ils en font plein. Ils en font plein. Il y en a un qui s'en vient, là, qui a été annoncé pour Fantasia. Là. Voyons donc. Exact. Fait que là, un autre. On a le temps de le faire avant Noël, je pense. Oui, amplement. Donc, c'est ça, comme tu l'as mentionné, c'est le 15 juillet à 18h. Puis le nom me fait rire, on dirait comme une affaire qui va avoir une espèce de canon à T-shirt, là. Le Mixbox. Le Mixbox. Le Big Box. Ouais, c'est plus ça. De hits, plus de fun. Ouais, ZooFest fait ça maintenant, mais Mixbox, ça existe en dehors du ZooFest. Là. Okay. Tu peux louer ça, là, puis faire un événement n'importe où tu veux. Puis là, ZooFest le book, puis il park en quelque part, puis là, tous les podcasts viennent chacun leur tour en enregistrer. Pas tous les podcasts, parce qu'ils n'ont pas demandé au Mystérieux Étonnant. Non, pas tous. Non, c'est ça. L'affaire, c'est qu'ils se sont dit, Benoît Mercier, probablement. Fuck that guy. Non, ouais. Pas that guy. Non, il veut enregistrer un podcast à l'extérieur, c'est comme un rêve pour moi. Pour vrai, t'aimerais ça enregistrer un podcast sur le top de l'autobus? Ça me dérangerait pas. Je trouvais ça le fun, tu sais. Regarde, au lieu de plugger 2 fois Opération Beurre de Cina, je le commande. C'est paresseux comme programmation, ça. Ça, c'est lousse. Là. Je sais pas qui a fait ça, là, mais... Hey. Moi, je le sais en plus qui a fait ça. Je sais c'est qui. Moi, il en parlait. Oui, il sait. Il l'entend en ce moment. Il se reconnaît. Anniquette. Mais non, ça fait des blagues. Mais cool. Puis nous autres, le 27, je le rappelle, on a l'enregistrement avec Samuel Quentin, l'auteur de Ville et Misérables, de White Horse et de sa nouvelle BD qui vient de sortir, qui est, Shérif Junior, massive bande dessinée sortie chez Pow Pow. Donc, on va passer 1 heure avec lui dans la tente C'est quoi? Tu vois, on est un peu... C'est quoi? On est un peu dans la même zone. Dans la tente C'est quoi? C'est pas juste pour rire. Hein. Oui, c'est pas juste pour rire, mais tu sais, c'est essentiellement la même entité. Là, un peu. C'est très similaire. Mais c'est plus payant juste pour rire. Ah oui, OK. On comparera tantôt. Donc, on va être moi, il va avoir Jake Dion, il va avoir pas Étienne Forêt, pardon, toi, c'est l'autre affaire. Gauthier Langevin et Laurent Boutin et bien sûr Samuel Quentin. Si vous ne connaissez pas son œuvre, je vous invite fortement à aller lire ce qu'il a fait.
Prenez n'importe quelle de ces œuvres, vous n'allez pas vous tromper. Puis, je pense que c'est White Horse qui est en train d'être adapté au théâtre, puis il y a son Les Misérables qui va être adapté au cinéma. Le gars, il a le vent dans les voiles. Puis comme Gauthier l'a dit, c'est probablement un des meilleurs dialoguistes qu'on a en ce moment au Québec, toutes catégories confondues. Puis je découvre ça. Écoute, c'est une des BD, puis on en a souvent parlé à l'émission, où je riais à voix haute, là, comme genre gorge déployée. Là. C'était pas juste dans ma tête. T'as des moments extrêmement hilarants dans ces BD. Ouais, je ris pas. Moi, je suis mort à l'intérieur. Ben, même en général, tout le monde, je pense. Non, c'est ça, exactement. C'est rare que tu pars à rire en lisant un livre. C'est ça. C'est pas juste le monde mort à l'intérieur comme moi. Tout le monde va rire en lisant. Même les gens vivant à l'intérieur. Vivant à l'intérieur, ils vont rire. Fait qu'on fait ça, c'est 1 heure. C'est pour ça que je te demandais si votre enregistrement, ça allait être disponible seulement un mois plus tard, parce que nous, ça le sera. Ça va être un mois après que ça sera disponible sur le fil RSS des Mystérieux. Donc, c'est juste pour peut-être c'est différent. Ouais, je pense qu'ils veulent le diffuser sur leur plateforme. J'ai pas trop compris. Exact, c'est ça. Parce que Zoufès, je pense qu'ils n'ont pas une plateforme. Ils n'ont peut-être pas de plateforme. Ça en crée un petit peu plus. Dans tous les cas, ça a une super de belle visibilité. Fait que je suis vraiment content de pouvoir faire ça. Donc, c'est le 2e live en genre 3 mois qu'on va avoir fait, parce qu'on a eu la 800e il y a 6 semaines de ça environ. Puis là, ça sera. Je dirais pas que ça va être plus calme, mais ça va être différent. Ça va être un autre ton. Mais ça vous tente, les mystérieux, les mystérieuses, ce serait le fun de montrer à l'attente, c'est quoi les auditeurs des mystérieux. Je vais partager la carte de où elle est située, cette fameuse tente. C'est sur l'espace de la Place des Arts. L'esplanade de la Place des Arts. Ouais, mais je sais pas exactement où. Là. Je vais partager la carte de Juste pour rire. Je l'ai vue tantôt, puis je vais pouvoir vous dire c'est où. Puis de toute façon, c'est disponible sur le site. Mais suivez nos médias sociaux aussi. Je vais pas arrêter de le plugger dans les prochaines semaines. Mais ça serait le fun de vous voir. Peut-être aller prendre une bière aussi après. On va être déjà à l'extérieur en espérant qu'il fasse beau. Donc, 2 shows des Mystérieux. Celui des Noël chez Isidore, puis celui des Mystérieux qui s'en viennent. Donc, le 15 juillet dans le cadre de Noël chez Isidore, puis le 27 juillet dans le cadre des Mystérieux. Fait que grosse plug. Le 28 dans l'attente, c'est quoi? Ça va être Décidéré. Oui, j'ai vu que vous allez être là aussi. Puis ils ont encore mis en plus Opération Beurre de Cinoche. Fait que encore une je sais pas ce qui se passe. Programmation de paresseux, man. Je sais pas non, c'est ça, cette affaire. À un moment donné. Copy-paste, hein? C'est ça. Exact. On a juste un podcast, on le met partout. On le met partout, c'est ça. Bernatchez, lui, est correct, il va parler de n'importe quoi. On va le mettre ici, puis il va nous improviser 1 heure. Là. Il fait un show, par contre, dans le cadre de ZooFest. Je crois que c'est ce mercredi. Hein. C'est ses grandes entrevues, puis ça a l'air... C'est son premier show solo. C'est quelque chose, là, faire quelque chose. Faire n'importe quoi, c'est quelque chose. Mais tout seul, sur scène, c'est stressant, là. C'est pas évident, ça. Oui, effectivement. Fait que c'est sûr que ça va être de la petite merde de début à la fin. Oui, flop assuré. Non, mais je suis content pour lui. En fait, c'est vraiment un très bon intervieweur. C'est quelque chose que peut-être les gens qui écoutent Décidéré quand il y a des invités sérieux le savent. Sinon, les autres, non. Peut-être pensent qu'il fait juste niaiser, mais non, il fait tout le temps beaucoup de recherches, il se documente full, il écrit des bonnes questions, il est bon pour interviewer, il a un bon talent pour ça. Puis là, ça va être essentiellement ça, son show. Il interviewe des gens de toutes sortes de milieux. Je sais qu'il y a Mélanie Ménard qui va être là, puis Pierre-Yves McSween. C'est cool. Puis une 3e personne que j'oublie, là. Mais je suis pas supposé faire sa promo, anyway. Fait que qui te paye pas. Anyway, il est trop cheap, fait qu'il le fera pas. Ben là, il me payera jamais. Il me payera jamais ça. Mais ouais, content pour lui. Fait que ça, c'est ce mercredi. Fait que il se passe des affaires. Plein d'affaires. Ouais, c'est cool, on est ça. Sinon, écoutez, j'ai rien d'autre de plug pour l'instant. Je pense que c'est assez. La BD de cette semaine, je me suis dit que c'était intéressant parce que c'est comme un petit 4 numéros. Puis c'est un crossover, puis comme t'es là de Décidéré pour représenter Décidéré, puis moi je suis là pour les mystérieux. L'esprit d'un crossover. Exactement. Fait que tout est dans tout. Puis on avait Cliff tantôt en début d'émission. Fait que tout ça est réfléchi. C'est comme Cliff qui est le Optimus Prime du podcast. Oh oui, je dirais oui. Toi tu serais qui, le Rodimus Prime ou tu serais qui? Moi je serais le Bumblebee. Ah, t'es Bumblebee, toi? Moi je suis qui? Moi je suis McFly. Oui, exact. Toi, t'es la vedette. La vedette, oui, c'est ça. Ça va bien. Je vais te laisser commencer les nouvelles cette semaine, monsieur Gauthier. J'arrête pas de dire Gauthier. Je suis habitué d'un gars qui a une barbe devant moi, puis c'est Gauthier. Mais là, actuellement, c'est Gauthier, mais là, non, ce n'est pas lui cette fois. Écoute, moi, j'ai décidé de commencer les nouvelles en allant checker ce qui se passait le 10 juillet 2013 pour voir, mettons, si on a fait du chemin en 10 ans. Fait que j'ai des nouvelles 10 ans en retard. Non. Fait que en rafale, là, c'est pas compliqué. Guardians of the Galaxy commençait à être tourné. Donc, la grande nouvelle, on commençait le tournage de Guardians 1. J'espère que ça va être bon, ça. Ça devrait être pas super quand même. Mais en même temps, les gens connaissent moins cette BD-là. Fait que je suis pas sûr. Je sais pas si ça va être un grand succès. Moi, j'ai l'impression que parce que c'est pas connu, les gens vont pas apprécier les personnages. C'est ça, puis ils vont s'en foutre un peu. Le raton laveur. Give the fuck. Oui, c'est ça. Bradley Cooper qui fait sa voix en plus. C'est un peu n'importe quoi. C'est ça.
Ouais, puis bon, c'est ça. Fait qu'on verra. Moi, il me semble que, je suis plus sûr si c'était pour ça, mais il me semble qu'une fois, je suis venu au Mystérieux Étonnant, puis j'avais fait l'horoscope chinois des 3 films qui sortaient cette semaine-là, puis il me semble qu'il y avait Guardians là-dedans. J'essayais de prévoir par l'horoscope chinois si ça allait être un succès ou pas. T'étais venu à l'émission pour parler de ça? Ou c'était ouais, j'étais pas pour parler de ça, mais comme tu m'avais invité, j'ai parlé de ça. J'ai aucun souvenir de cette affaire. Mais ouais, j'y ai pensé en lisant, puis je me disais, il me semble qu'il y avait Thor. Il y avait un Thor, en tout cas, puis il y avait un Spider-Man, puis il y avait lui, puis là, j'essayais de prévoir lequel qui allait le plus marcher. Il faudrait que j'aille réécouter pour voir si l'horoscope chinois avait raison. Mais ouais, une autre grande nouvelle, Christian Bale ne sera pas dans le film de la Justice League. Ah, ben donc, non, c'est ça. Comment ça? C'est pas le même univers. Pourtant, c'est comme il avait été très bon dans tous ses autres films, mais là, à la place, ils vont prendre quelqu'un d'autre sûrement même meilleur, puis ça va être sûrement un excellent film. Après ça, Ryan Reynolds parle de Deadpool encore. Ah oui, là, ça n'arrivera jamais, ça. Écoute, ils en parlent tout le temps, puis ça ira nulle part. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils en ont déjà fait un Deadpool. Pourquoi ils ne pourraient pas faire 2 fois le même personnage? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Non, c'est ça. Il y en avait un excellent dans Wolverine. Oui, Overagents. Voyons, c'est ça. C'est ça. C'est une très bonne rendition de. Oui, tu as un personnage qui n'arrête pas de parler. Tu le fais quoi? Tu le fais taire. Ouais, tu le fais muet, cousu. Ça a rapport. C'était là, mais c'était bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça fait très, je vais le dire en anglais, le coke and fueled décision d'un producteur. Quelqu'un qui voulait son mot à dire dans la production puis s'est dit hey, moi j'ai une idée. Ouais. Okay. J'ai bien aimé quand dans Deadpool 2, Deadpool va le tuer, celui-là. Oui. Il prend le temps de le tuer. Ouais. Puis finalement, dernière nouvelle de 2013, Stellan Skarsgård se réassocie avec Kenneth Branagh pour faire un film de Cendrillon éventuellement. Et ça va vraiment pogner au cinéma. On va en reparler dans 10 ans, ça c'est sûr. Ça, on va s'en rappeler qu'il y avait ça. Même, on va pas se dire, c'est quoi ça? Non, on va le savoir. Mais preuve que le bon Dieu est pas fou, Étienne, parce qu'aujourd'hui, on a eu une annonce, un petit tease du prochain Deadpool, le 3e. Parce que là, on y revient en 10 ans plus tard, mais on a eu Wolverine, Hugh Jackman dans son beau costume jaune et Ryan Reynolds dans son costume de Deadpool, un cliché qui a été partagé par l'acteur canadien. Donc, écoute, il y a une belle symétrie divine qui se fait devant nous, là. Ça, c'est clair. Ouais. C'est clair. Puis, il y a des sources qui ont dit que Jennifer Garner serait là aussi pour faire Electra. Ça fait partie de mes nouvelles, ouais. J'ai une petite annonce là-dessus. Ben, écoute, je vais te la laisser d'abord. Mais il passe le flambeau. C'est pas comme si on avait des années derrière la cravate de balado-diffusion. On sait comment ça marche. Les melons. Je te passe le melon. Ouais, je suis capable. Passe-moi donc un autre. 2. Ouais, 2 melons. 2 melons, tu vas jongler? Non, c'était trop. J'en ai échappé. Trop de melons. Ouais, c'est ça. THR, qui est mon site, qui est un de mes sites favoris de nouvelles de Hollywood, mais qui s'est beaucoup concentré au fil des dernières années sur les nouvelles liées à ce qui est côté geek, là, film de super-héros. Télévision également. Et puis, habituellement, quand c'est rapporté par THR ou si THR rapporte une nouvelle, quoi qu'ils font rarement, ça se veut véridique parce que c'est un média qui fait dans le divertissement, mais qui est sérieux. Moi, ça me fait complètement halluciner le nombre de fois que je vois des fausses nouvelles partagées sur Facebook, d'articles clairement bidons avec des titres gonflants qui sont juste là pour générer du clic. Là. Après, tout le monde reshare en vérifiant pas. Puis c'est parce qu'ils ont fait un petit montage de 2 personnages combinés dans Photoshop, puis ça a l'air d'être une belle infographie, fait que ça semble être legit, mais c'est n'importe quoi. Des sites comme We Got Discovered, là, arrêtez ça, là. C'est de la bullshit. Mais THR, j'aime bien. Et donc, ça m'a fait un peu sursauter cette nouvelle, comme quoi, justement, tu l'as mentionné, que Jennifer Garner, l'actrice Jennifer Garner, va être dans Deadpool 3 aux côtés de Ryan Reynolds et Hugh Jackman pour incarner un rôle qu'elle n'avait pas incarné depuis 20 ans. Le personnage de Electra, oui, parce que c'était pas un bon film. Spin-off d'un film son personnage était dans Daredevil en 2003 avec Ben Affleck, qui est devenu plus tard son mari. Hein, tu veux du potin, on en a. Puis 2 ans plus tard, elle a fait Electra et c'est un peu tombé dans les vapes par la suite. Il faut dire qu'on était dans les balbutiements des films de super-héros, justement lancés par les films des X-Men, mettant en vedette Hugh Jackman, suivi plus tard par Spider-Man de Sam Raimi et ce Daredevil, qui a aussi un bon caméo de Kevin Smith. Je viens de me souvenir ça me sauter en pleine face. C'est drôle parce que Jackman et Garner sont 2 acteurs qui ont fait partie de l'époque
où 20th Century Fox, maintenant 20th Century Studios, avait les droits des films de Marvel et qui possédait les droits tant qu'ils en créaient et que ceux-ci étaient profitables, donc ils puissent continuer à en faire. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il y a un gros conflit entre Sony et Marvel, même si là, ils jouent un peu ami-ami en prêtant des personnages, c'est que Sony continue à faire des films de Spider-Man, puis grâce à ça, ils continuent à garder les droits. C'est Kevin the Hunter... Kevin the Hunter... Puis Mobius, c'est pas juste parce qu'ils savent pas quoi faire avec ces catalogues-là, c'est que c'est une manière aussi pour eux autres de garder les droits. Tout ça pour dire que c'est deux personnages qui appartiennent à des canons qui sont maintenant éteints, qui sont désuets, qui n'existent plus. Donc, ça semble augurer vers un genre de clin d'œil vers un multiverse. Le simple fait que Hugh Jackman, son personnage revient, celui que Jennifer Garner revient, ou je lisais un article, ou pas. C'est peut-être, ça n'a juste pas rapport parce que, comme tu l'as dit, Deadpool est allé tuer sa version antérieure. Tout est possible dans Deadpool. C'est peut-être juste là pour un genre de cameo vraiment, vraiment drôle. Le film sera réalisé par Sean Levy, je sais quoi cette affaire-là? J'ai fait le saut. Ça, c'est une horloge grand-mère. Oh, tabarnak. OK, je pensais que c'était le mot de la semaine, Sean Levy. Puis... Donc, Sean Levy! Sean Levy! Mais Sean Levy, qui est le réalisateur qui a fait The Adam Project, dans lequel Jennifer Garner et Ryan Reynolds ont joué ensemble pour un film qui semblerait quand même assez bon, que je n'ai pas vu malheureusement, qui est sur Netflix. Et bien sûr, Deadpool 3 est disponible, ou sera disponible plutôt, en 2024. Ça m'a surpris aussi que le tournage a eu lieu quand même parce que c'est la grève des scénaristes aux États-Unis, puis ça a atteint tous les niveaux de production, que ce soit la télé et même les films, parce que c'est pas rare que durant la production d'un film, on va réécrire des parties d'un scénario. Mais la production est en cours en ce moment, ce qui me surprend. Je sais pas où il était rendu. Peut-être qu'il était rendu à la fin, ou je sais pas, là, mais c'est en ce moment, il est en train d'être tourné et donc ça sera sorti quelque part en 2024. Fait que donc, dans pas long. Ça sent bien. Qu'est-ce que tu as de ton côté, Étienne? Est-ce que tu as encore des nouvelles de 2013? Non, j'avais juste un petit segment. Mais sinon, j'ai vu j'imagine que tu l'as vu aussi, le trailer de Kevin le chasseur. Oui, Kevin le chasseur qui dit « Ah ouais, on va continuer à chasser comme ça. » T'as trouvé de ses amis, là, puis c'est ça. Ils sont un spa. Un spa, ils ont l'air un peu crétins. À Brossard, c'est ça. J'ai vu le trailer de ça, imaginez-vous. Bon. Puis, bon. Ça aussi, ça date d'il y a au moins 10 ans, fait qu'on reviendra pas là-dessus. Fait que... Ouais, c'est comme... Mais tu sais, c'était pas le trailer, le vrai trailer, pour vrai. Oui. J'ai pas été super enticé, là. Je me disais pas, hey, j'ai vraiment hâte de voir ce film-là, mais... Ça a l'air d'être du divertissement potable avec de l'action. Là. Ben, c'est... Ouais, vas-y, excuse-moi. Ben, c'est l'histoire, en fait, de Kraven avant qu'il ait Spider-Man, avant qu'il rencontre Spider-Man puis tout ça. Fait que c'est comme sa naissance, son origin story puis tout ça. Fait qu'on s'en crisse un petit peu. C'est pas un personnage ben hot qui est pas ancré ben creux d'habitude. Là, on va le développer un peu, mais ça reste juste... Moi, un gars qui a des daddy issues puis qui chasse. C'est très représenté dans la bande-annonce que les daddy issues font partie du cœur du film et de l'intrigue, mais comment je peux dire ça? Je pourrais être surpris, mais quand Sony fait ce genre de production-là, je ne fais que sourciller parce que j'ai l'impression de justement revenir 20 ans en arrière, d'assister à la manière qu'on faisait des films de super-héros jadis, qu'on savait pas trop quoi faire avec. T'sais. C'est de ça que ça a l'air exactement. Ça file comme ça. Ouais. Mais ça a l'air plus le fun que Mobius était, je pense. Fait que oui, je pense que ça va être mieux, mais ça sera sûrement pas super. Mais tu sais, en même temps, c'est comme si tu prenais un des personnages... Tu sais, Kraven the Hunter est un personnage intéressant, mais si t'enlèves Spider-Man, c'est ça. Je comprends pas trop l'intérêt. Je vois pas pourquoi. Il y en a pas mal moins, c'est ça. Mais au moins, lui, son origin story n'a pas rapport à... Oh, ça a coupé encore. Tu supposes qu'il va rencontrer Spider-Man? Ça a coupé, vas-y, Étienne. Je pense que la plateforme a des problèmes cette semaine, mais continue. Mais oui, c'est ça. Craven, son origine n'a pas rapport avec Spider-Man en tant que tel. Contrairement à Venom, que c'était bizarre d'avoir Venom sans Spider-Man parce que ça prend lui normalement. Fait que là, ils ont juste tout changé. Là,
Craven, à la limite, whatever, tu peux décider, on va montrer comment il a acquis ses pouvoirs, puis comment il est devenu ce qu'il est devenu, puis plus tard, il tomberait sur Spider-Man, mettons. Ouais. Mais tu sais, ça reste qu'on s'en crisse un peu. Là. Mais la question pour toi, parce que je me demande si les gens à la maison le savent ou pas, tu es souvent venu à l'émission, on a parlé souvent de BD avec toi, on te force à lire des trucs, mais en même temps, tu lis déjà du comic. C'est pas, c'est pas quelque chose dont tu parles à Décideret. Non, je parle jamais de ça à Décideret. Hey, je lis du comic. Je lis pas juste La Femme qui aimait trop. Je lis, imagine la version comic book de La Femme qui aimait trop. Faite par Jacques Dion. Faite par Jacques Dion, c'est intéressant, mais j'allais dire, ça va ressembler à des personnes, tu sais, des sticks, là. C'est des personnes figurées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Faite par Mark Fisher lui-même. S'il est capable d'écrire, il est capable de dessiner. Ben, il est-tu capable d'écrire? C'est ça la question. Ben, moi, je pense qu'il est comme il écrit. Exact. Fait que ça serait malade. Ouais, lui, cool. Il penserait qu'il est super bon. Puis là, ça serait super cheap. Mais oui, non, je lis des comic books, peut-être moins que toi, sûrement, mais j'en lis régulièrement. Là. Je lis toutes sortes d'affaires. On t'a fait lire des trucs, je pense, là, comme par ricochet, là, en écoutant l'émission. Oui. Oui. Ben, l'autre fois, j'ai lu Catwoman Lonely City, que vous aviez parlé, puis j'avais full aimé ça. Je l'ai lu parce que je vous ai entendu en parler, puis ça va avoir le fun. Puis je l'ai lu, puis j'ai vraiment aimé. Fait que c'est grâce à vous. Vous voyez, tout est possible grâce au mystérieux. Exactement. Puis c'est quoi? Tout est dans tout, encore une fois, le bon Dieu est dans la place. Je vais avoir de quoi concernant Venom tantôt, Monsieur Forêt. Une chose que tu savais pas que tu voulais apprendre sur Venom. Ben là. Ouais, je te tease, mais je garde ça pour la finale. Ça a-tu rapport avec son dick? Presque, t'es proche. Ah, t'es pas très loin. Géographiquement parlant, t'es pas très loin. All right, proche du dick. Ouais, proche du dick. On laisse ça de même. Ouais, c'est ça. On laisse ça en suspens. comme une dick de Venom. Vous allez voir ça tantôt. Qu'est-ce que tu as de ton côté? Qu'est-ce que tu as de ton côté? Ben, parlant de BD que j'ai lu une BD super intéressante de 1960 sur un personnage que je sais pas si tu connais, mais j'imagine que tu connais The Martian Manhunter quand même bien. Quand même, John Jones, savais-tu qu'il y a un petit frère? Non, mais son origine a tellement tout le temps été visitée plein de fois qu'à un moment donné, je suis plus là. C'est difficile à suivre le compte. C'est un personnage qu'on a juste vu 2 fois dans toutes les BD de Martian Manhunter. Okay. Puis lui, il s'appelle John Jones, mais son frère s'appelle Tom Jones. Fait que là, c'est comme... Non, pas vrai. Mais c'est avant que le chanteur Tom Jones devienne populaire, parce qu'en 60, il n'y avait pas encore en disque rien. Fait que c'est même pas pour faire un clin d'œil à lui, c'est juste un hasard. Fait que tu mets un T au lieu d'un J, ça a l'air aussi paresseux qu'une programmation du ZooFest. Là, on dirait que c'est Mathieu Niquette qui a fait ça. Ouais, exact. On va prendre Opération Bar de Tinoche, puis voilà, 2e podcast. Exactement. Ouais, fait qu'il écrit... J'ai trouvé drôle. Fait qu'il écrit T''OMM, Tom, un peu comme sur le même pattern que John. Puis, mais c'est ça, on le voit juste 2 fois, dont une seule fois où il y a un rôle réel, puis qui n'est pas juste un figurant. Okay. Dans Detective Comics, numéro 267, si je ne m'abuse, je vais vérifier, 287, pardon. C'est là sa première apparition. Puis là, ben, la première origine de John Jones, c'était qu'il y a un genre de super ordinateur qui l'a téléporté contre son gré de Mars à la Terre. C'était quelqu'un sur Terre qui a construit une machine, puis là, il a pesé dessus en sachant pas ce que ça allait faire. Ah oui. Genre, là, j'ai fait ça, maintenant, je vais peser dessus. Puis là, il pèse, puis ça fait apparaître un extraterrestre. Puis là, puis là, ben, en faisant ça, ça détruit, mais ça endommage l'ordinateur. Puis là, lui, il est pogné sur Terre. Puis là, ben, vu qu'il a des pouvoirs de shape-shifting, ben, au moins, il se fait une fausse identité aisément. Puis là, il se mélange, il devient un détective, puis il se mélange parmi les terriens. Mais là, à un moment donné, lui, son but, c'est de réparer cet ordinateur-là pour pouvoir retourner chez eux. Ben oui, parce qu'apparemment, il n'y avait aucune autre manière à ce moment-là de quitter la Terre. Ça prenait ça. Fait que là, il gosse pendant des années. Puis là, éventuellement, il finit par réparer l'ordinateur. Mais là, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut juste faire comme une shot, pareil comme l'autre fois, il peut faire un téléport, puis après ça, l'ordinateur marche plus. Ça le fry somehow, puis là, il faut qu'il refasse. Ouais, c'est cheap un peu la technologie. C'est un Hewlett Packard, cette affaire-là? C'est quoi ça? Ouais, ben, ça ressemble un peu à ça. C'est comme un gros ordinateur qui prend toute la pièce, là, un peu les ordinateurs de 1960, avec plein de pitons, avec aucun label nulle part. Ouais, pas d'écran, des tapes magnétiques, puis des ampoules, là.
Ouais, plein de petites lumières qui flashent, puis t'es supposé comprendre quelque chose. Fait que là, ben, il veut peser sur le bouton, mais là, en fait, il y a 2 boutons finalement. Il y a un in, puis un out, puis là, il veut peser sur out, mais là, il s'enfarge dans quelque chose à terre, puis il tombe, puis il pèse sur in. Fait que là, ça fait apparaître devant lui Tom Jones, qui est son petit frère, que depuis tout ce temps-là, il se demandait où est-ce que son grand frère était rendu, puis là, il est comme « Ah, t'es là, yes, enfin, je te retrouve. » Puis, fait que là, il découvre en fait que même si c'était supposé que ça marchait juste une fois, ça marche juste une fois par direction. Ah, en fait. voilà, puis c'est là, ça. Fait que là, il reste encore la possibilité de l'utiliser pour repartir, mais ils pourront pas repartir les 2. Fait que là, John, il dit, check, il faut que tu repartes, comme toi, t'es plus jeune, puis là, pense à nos parents qui savent déjà pas où ce que je suis, puis ils savent pas toi t'es où, puis là, c'est comme ils vont capoter. Puis là, lui, il veut pas repartir parce que c'était son rêve d'enfin retrouver son frère puis de vivre des aventures avec lui. Fait que là, finalement, à ce moment-là, il y a comme des coups de feu qui résonnent dans la rue. Fait que là, John, il va avec sa fausse identité pour aller voir ce qui se passe. Puis là, il y a comme un crime qui est en train d'être commis. Fait que lui, il décide de rentrer dans le building où il y a quelqu'un qui tire du monde. Puis quand il est dans le building, à l'abri des regards, il reprend sa forme de martien. Puis là, il fonce à travers les planchers de tous les étages pour aller rejoindre le tireur. Il brise son gun, puis là, ça, c'est réglé. Mais là, pendant qu'il se bat avec, il est devant une fenêtre. Fait que là, toute la police en bas, ils ont vu le détective rentrer, puis ils ont vu le Martian Manhunter en haut se battre. Puis après ça, ils voient le détective revenir avec le criminel arrêté. Fait que là, ils commencent tout à se dire, OK, ça se pourrait-tu peut-être qu'il y ait un lien? très 60s comme conclusion de comic. Oui, exact. Puis là, lui, John, il est comme, oh non, fuck, je vais être obligé de leur dire, I guess, parce que j'ai absolument aucune façon d'expliquer ça autrement. Et là, c'est à ce moment que Tom Jones saute par la fenêtre de l'endroit où lui était, puis il jump un peu partout. Fait que là, tout le monde le voit, puis ça donne que Tom, il est exactement pareil. Ben oui, c'est ça. Comme John, juste plus petit un peu, mais de loin, ça paraît pas. Fait que là, tout le monde, non, on s'est trompé. Ben non, regarde, le Martian Manhunter, il est là-bas. Si on n'avait pas rapport de penser ça, OK, ben c'est correct, tout est réglé. Fait que là, après ça, il revient voir son frère, puis il le remercie d'être sorti à ce moment-là. Puis là, il dit, bon, ben là, maintenant, faut que tu t'en ailles. Puis il réussit à le convaincre de partir en disant, nos parents ont beaucoup trop de peine, c'est sûr. T'sais. Fait que là, il l'envoie en disant, je vais essayer de réparer une autre fois cet ordinateur, puis je reviendrai plus tard. Puis là, ben, c'est la seule fois que Tom Jones a eu un rôle officiel. On le revoit une autre fois dans le Detective Comics numéro 301. Puis là, à ce moment-là, c'est juste que encore ce style d'ordinateur-là, qui a quelqu'un qui le répare, puis qui pèse sur un piton, puis qui va chercher des martiens. Puis... mettez un cadenas, cette porte-là, là, qui... Ouais, puis il est juste dans un vieux labo désaffecté. Fait que, tu sais, c'est comme pour que ça paraisse pas. Je vois. Là, fait que finalement, bon, ça, c'est un genre de scientifique là, qui fait ça, puis il va chercher des martiens, puis il les ramène sur Terre, puis là, il s'en sert pour faire des crimes, parce qu'ils sont forts, puis ils ont plein de pouvoirs, puis tout ça. Puis après ça, ben en fait, finalement, l'affaire, c'est que le but de ces martiens-là, eux, c'est, en échange de faire ces crimes-là, ils vont ramener des allumettes sur Mars. Puis là, ils vont être invincibles, ben oui, parce que le feu, c'est leur weakness. Exact. Fait que là, de retour sur Mars, ben là, ils ont des allumettes, puis personne peut les arrêter parce qu'ils ont juste une petite allumette, personne une torche. Personne peut souffler sur Mars. Y a pas... Non, ils peuvent rien faire. Mais là, c'est John qui va, puis il investigue cette affaire-là, puis là, il catch, puis là, il réussit à mettre du nectar de fleurs sur leurs allumettes, ce qui fait qu'ils fonctionnent plus. Puis après, il revient avec le professeur, puis là, ce faisant, ça pète encore l'ordi qui fonctionnera plus. Puis le professeur... est amnésique, puis se souvient pas du tout de ce qui s'est passé. Fait que là, voilà, tout est réglé. Puis là, ben, pendant qu'il est sur Mars, on voit sa famille et son petit frère, mais il parle pas avec, puis il est juste comme un petit caméo en arrière. Puis après ça, on le reverra plus jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Fait que, voilà. Il est revenu, là, ou quoi? Il est pas revenu? Non. Ah, OK, non, il est pas revenu. OK, excuse-moi, j'étais mal compris, parce que toute l'origine que tu parlais, moi, de ce que je connais de John Jones, le personnage de Martian Manhunter, il y a toute sa société au complet a brûlé. Genre, elle n'existe plus. Là. Ça dépend, c'est ça, des origines. Ça, c'était dans le... C'est pre-crisis comme origine, là, voilà. Exact, c'est ça. Puis là, lui, dans cette origine-là, qui est en fait, lorsqu'ils l'ont écrit pour la première fois, le personnage, tout le monde sur Mars est exactement pareil comme lui, avec le même suit, mais des fois, il y en a qui ont des cheveux, puis là, sont des filles. Ben oui, c'est ça. Ils ont des fois, ils ont les cheveux, c'est ça, ouais. Okay. C'est ça. Puis sinon, tout le monde est
pareil, tu sais. Puis lui, il est juste comme disparu de là à cause d'un ordinateur terrien random, puis il est pogné ici. Je pense que c'est plus canon, cette histoire-là. Puis Tom Jones, je serais très surpris qu'il le ramène, quoique ça pourrait être... ça serait cool. Ça pourrait être rigolo. Ah ouais. On pourrait le faire jouer par le vrai Tom Jones. Ah oui, ça pourrait être cool, ça. Mais moi, je savais pas que ce personnage-là existait, donc je vais m'endormir moins que tu vas connaître une affaire de plus. Une affaire que je peux... Dans quel contexte je vais pouvoir raconter cette anecdote-là, je sais pas. Là. Mais ça je sais pas. Ici, mais moi, quand je suis tombé là-dessus, cette information-là, je me suis dit, un jour, si je vais au Mystérieux Étonnant, je vais pouvoir en parler. Puis voilà. Et voilà, c'est fait. Je peux déliter ce fichier-là de ton ordinateur maintenant. C'est réglé. Bon, mais thanks. Merci, M. Forêt. Est-ce que tu as la Marvel fatigue? La fatigue des films de Marvel. Est-ce que toi, t'entends de ceux qui... Non, pas vraiment? Pas vraiment. Tu sais, il y en a que j'aime moins que d'autres. Sure. Il y a eu une passe qui c'était tout un petit peu moins bon, on dirait. Mais j'ai encore du fun. Puis je suis encore content quand il y en a des nouveaux. Je vais encore les voir. Puis on les a regardés cet hiver tous avec Gabrielle. On les a toutes... on est parti du début. Elle, il y en avait plein qu'elle n'avait jamais vu. OK. Elle aimait ça? Oui, elle aimait ça. Ça commençait quand on voulait regarder tous les vieux Spider-Man de Sam Raimi. Puis là, après ça, on a regardé les Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield. Puis là, après ça, on voulait regarder ceux de Tom Holland. Mais là, je disais, l'origine de Tom Holland, c'est dans Civil War. Fait que tu veux-tu qu'on check Civil War? Fait que là, on a commencé. Puis là, c'était super compliqué d'y expliquer tout ça à mesure. Ouais, qui est quoi, puis qu'est-ce qu'ils font. Puis... C'est ça, parce qu'il y a plein d'affaires qu'elle avait jamais vues, puis il y a des affaires qu'elle avait vues, mais il y a vraiment longtemps. Fait que là, elle a dit, on devrait les écouter toutes les Marvel du début. Fait que là, j'étais comme, quelle bonne idée. On est l'hiver, on sort jamais de chez nous, il y a tout le temps la neige. Fait qu'on les a toutes réécoutées dans la rafale. Puis j'ai eu bien du fun à tout revoir. J'étais en train d'écouter Civil War, puis pas Civil War, pardon, mais Secret Invasion, qui met en vedette Samuel L. Jackson dans le personnage de Nick Fury. Puis malheureusement, je pense que c'était peut-être pas la bonne période pour sortir la série. Avait des mauvais... Il semblerait, là, parce que c'est difficile d'avoir des chiffres. Ces plateformes-là ne dévoilent pas nécessairement leurs chiffres. C'est tout le temps par des tierces qu'on finit par apprendre des informations par rapport au code d'écoute. Mais moi, je trouve ça excellent. En fait, ça ressemble beaucoup plus à une série... dans le ton de Endor, si on peut comparer à la série Star Wars Endor. On est dans le spy thriller, donc avec de l'espionnage, puis c'est un côté avec plus... les Skrulls. Les Skrulls, c'est un peu plus mature aussi que le reste des films qui sont sortis récemment. Quoique moi, je suis encore à ce jour un fan de Marvel. J'en parle parce que justement, si on est rendu à quelque chose comme 4e épisode, 5e épisode la semaine prochaine. Puis j'entends personne n'en parler. Faut dire que c'est moi, l'été. je ne l'ai pas écouté encore. Je te le conseille fortement. Je ne sais pas à quel point il va y avoir des répercussions sur le reste du MCU. Là, c'est tout le temps un peu imbriqué, tout ça. Mais moi, j'adore le ton, puis j'adore découvrir que... Il faudrait que tu écoutes Captain Marvel peut-être pour te remettre dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de clins d'œil liés à ça. Oui, évidemment, c'est là que ça... Mais on l'a écouté il n'y a pas longtemps, vu qu'on les a écoutés dans l'ordre, fait que c'est dans les derniers qu'on a vus. Ah ben, tu vas être correct pour te partir la série. Tu vois, quand je finis un épisode, une des choses qu'il suggère, c'est vraiment d'écouter Captain Marvel dans l'espèce de lecture automatique. Exactement. Tout ça pour dire que moi, je ne l'ai pas non plus. C'est pour ça que je te posais la question. Je n'ai pas la Marvel fatigue, puis je comprends que l'intérêt est différent qu'il y a quelques années. Avant, aller voir un Marvel, surtout dans la dernière phase avant le genre de phase 4, c'était un événement. On allait au cinéma. C'est pré-pandémie, fait qu'il faut mettre ça aussi un peu dans ses paramètres à considérer. Aujourd'hui, un film sort en salle, puis moins de 90 jours plus tard, 45 jours plus tard, il est disponible en VOD. Oui, il est disponible à l'achat. Donc, il ne va pas être tout de suite sur Disney+, il va être disponible en location, au moins en achat en numérique. Donc, l'intérêt d'aller voir le film au cinéma est différent. Puis oui, en plus, ça fait longtemps que ça roule. Donc, je pense... Mais ça fait longtemps, j'ai l'impression que les gens jouent les devins et disent, voici, c'est maintenant que ça va arrêter, Marvel. En même temps, je comprends aussi que les gens trouvent que les derniers films sont moins bons ou que les... Il y a une couple de moins intéressants. Ça, je suis d'accord. Je pourrais être un peu d'accord. Je les trouve moins excitants. Mais à date, j'ai trouvé tout mon compte dans tous ceux que j'ai vus. Et un de ceux que j'avais bien aimé, qui a été lancé en pandémie, c'est Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui était de l'acteur canadien Simu Liu, qui est vraiment charismatique dans son rôle. Je l'aime beaucoup. Puis j'ai hâte de le revoir éventuellement dans le MCU. Il y avait une suite qui avait été confirmée, je pense que c'est en 2022, en 2021, quand le film est sorti, parce que ça avait quand même rapporté en période de pandémie forte, parce que nous sommes encore en pandémie, une cagnotte assez intéressante pour la période, parce qu'on parle de 432 millions pour la période.
Donc, c'était comme bon comparativement à rien qui rentre pantoute. Ben, c'est ça. C'est mieux que rien. Les gens commençaient à retourner en salle. Donc, depuis ce temps-là, on se demande qu'est-ce qui se passe avec la fameuse suite de Shang-Chi. Est-ce qu'elle est encore dans les plans de Marvel Studios? Et on parlait tout tantôt avec notre ami Cliff, juste avant l'émission, de Thread, qui est le nouveau Twitter de Meta, la maison mère de Facebook. Et Simu Liu s'est lancé un Thread. Et une des premières choses qu'il a mis sur Thread, c'est « Posez-moi n'importe quelle question », ce qu'on appelle des MMA, là, « Ask me anything ». Et il y a un de ses auditeurs, plutôt de ses fans, qui a posé la question « Qu'est-ce qui se passe avec le film ?» Et il a été assez bref. Il faut dire que ces acteurs-là ont signé comme... Ils n'ont pas le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Non, vraiment pas. Il m'a pas dit à moi, mais il a dit à son Thread « Je me suis fait dire que ça ira après Avengers ». Mais ça n'arrête pas d'être repoussé pour des circonstances qui sont hors de contrôle. Et là, on peut spéculer à savoir c'est quoi ces circonstances. Est-ce que c'est la grève des scénaristes? On pourrait bien parier que c'est ça pour ça a sûrement un impact. Hein, il y a full de productions de Marvel qui ont été repoussées à ce jour. Entre autres, Blade et Thunderbolts, les productions ont été repoussées. Et ça, c'est directement lié à la grève des scénaristes. Les 2 prochains Avengers, donc Avengers de Kang Dynasty qui va sortir au 1er mai 2026 maintenant, et Avengers Secret Wars qui va sortir le 7 mai 2027. Donc, dans le cas d'Avengers, est-ce que c'est juste la question de la grève des scénaristes? Probablement pas, parce qu'ils ont quand même Jonathan Majors qui est supposé jouer là-dedans, puis lui, il est des gros problèmes devant la justice, donc il est probablement que Marvel Studios attend de voir ce qui va se passer avec les répercussions de ces déboires. Je pense qu'ils n'auront pas de problème de leur caster, là, parce que son personnage, en plus, il est ancré dans... c'est un personnage qui a différentes itérations du multiverse. Donc, vous allez pouvoir le changer, guys. C'est comme de tous les personnages que vous n'auriez pas pu changer, là, lui, ça sera pas compliqué. Voici le Kang, le conquérant de l'univers qui ressemble pas à ce que vous avez vu. Exactement. Voilà, c'est réglé. Mais il ressemble un peu, mais pas tout à fait. Parce que c'est une itération. Puis, garde, Marvel a déjà changé d'acteur souvent par le passé. Fait qu'on va pas pleurer sur ce cas-là. Il n'y a personne qui ça va déranger. Il y a des gens qui ça va déranger, mais on s'en fout de ces gens-là. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui, j'avais la date 2021 que le scénariste avait été signé pour écrire une suite. Daniel Creton. Creton. Donc, qui avait Québécois. qui avait signé pour scénariser la suite de Shang-Chi et pour aussi une entente avec Marvel. Donc, quand Marvel signe un scénariste, ils vont soit le signer pour plusieurs projets ou il va être à l'appel pour être comme un genre de script doctor pour venir aider à l'écriture de façon officielle ou non officielle sur des scénarios. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de date pour Shang-Chi, puis au meilleur, il sera après un des Avengers, comme a répondu l'acteur, mais il a aussi dit qu'on risque de le voir aux côtés d'autres personnages d'ici quelques années. Donc, oui, il sera probablement. Il va être ailleurs. Il risque d'être dans Avengers, il risque d'être dans la nouvelle mouture probablement de l'équipe. On risque de le voir dans d'autres films qui s'en viennent. Donc, soyez pas inquiets. Puis lui, sa carrière va très bien. Il joue dans Barbie, là, qui vient de sortir. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi les gens ont une fascination de plugger Barbie et Oppenheimer en même temps. Oui, il film de Nolan. Opposition. C'est ça. Puis c'est 2 films qui sont à 2 spectres, à l'opposition du spectre. Mais je suis comme... Fine, go for it, man. Je pense que c'est ça qui est drôle, là, justement, que c'est complètement des crowds différentes, puis ça sort dans la même période, puis c'est ça. On regarde lequel va pogner. Ouais. Mais c'est pas impossible que les 2 soient des bons succès. Là, absolument, pour des raisons complètement différentes. Exact. C'est tout ce que j'avais pour Similio. Est-ce qu'il te restait quelque chose, toi, M. Forêt? Oui, il me restait, comme on parlait de problèmes... entre Marvel et ses acteurs qui parfois commettent des crimes. Il y a un parallèle à faire avec The Flash qui est sorti. Oui. Malgré le fait que Ezra Miller soit un esti. Ils ont sorti le film quand même en se disant, gars... 7 ans plus tard. C'est ça. On est passé à autre chose. Tout le monde, on peut séparer l'artiste de l'œuvre, puis blabla. Moi, je pense qu'ils ont plus agité le porte-clés dans lequel Michael Keaton était. La manière de divertir un bébé, ils ont fait ça avec... c'est ça. C'est surtout ça qui t'a mis de l'avant, en tout cas, dans la campagne de publicité du film.
Puis finalement, jusqu'à maintenant, ça fonctionne pas bien pour ce film-là. Il espérait que ça serait comme enfin comme le gros succès qu'ils attendent depuis toujours. Puis déjà, peu importe qu'est-ce qui se serait passé avec Ezra Miller, ça aurait sûrement pas été ça anyway, mais bon, là, pour l'instant, il est à sa 2e semaine, puis il y a déjà une drop de 72% des ventes par rapport à la première. Ça descend vraiment vite. Juste souligner, Étienne, pour te mettre de la pression, que Julien Bernacchi vient de popper dans le chat à partir du moment que tu parlais de box-office. Fait que soit tu as un super pouvoir ou ça fait partie des 5 minutes qu'il écoute par show, mais là, il t'écoute en ce moment. Fait que, c'est parce qu'on est obligé d'avoir Opération Barre de Cinoche dans tous les podcasts maintenant. Maintenant, c'est ça, c'est une obligation. C'est ça. Fait que là, il est là pour ça. Puis, c'est ça. Fait que là, au box-office, Julien pourra confirmer que ça se passe pas très bien pour The Flash. Apparemment qu'il y aurait eu de la difficulté à faire un maigre 5 millions de dollars dans 78 pays où il est sorti. Quand même, hein? La semaine passée, sachant que ça a coûté 450 millions à peu près à faire. Les attentes, c'est que ça va être une énorme perte, tout ça, ultimement, à la fin. On suppose peut-être qu'on va perdre 200 millions. Ils vont perdre 200 millions avec tout ça. C'est quand même gros. Je sais pas si ça a rapport avec Ezra Miller ou juste avec le fait que tout le monde est tanné de DC parce que c'est jamais bon. Peut-être que le film est pas très bon anyway. C'est peut-être un mélange des deux. Moi, je l'ai vu, puis je suis resté un peu sur ma faim. Malheureusement ou heureusement, je sais pas comment l'interpréter, puis je dis ça sans ironie, Ezra Miller est super bon dans le film. Mais c'est un film, comment je pourrais dire ça? C'est pas un film qui est mal réalisé. Moi, j'adore Andy Muschietti qui l'a fait, mais c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est une curiosité. C'est une curiosité à 400 millions. C'est une curiosité qui coûte très cher. Exact. Une curiosité aussi qui vaut la peine d'attendre que ça soit disponible en VOD. C'est ça qui va arriver. C'est dans mon cas. Là. Moi, j'aime bien le personnage de Flash en général. C'est un personnage, j'ai lu beaucoup de Flash, puis j'aime bien sa vibe. J'aime bien ce personnage-là. Ses pouvoirs sont cool. Mais... je sais pas, j'ai pas vraiment envie d'aller voir ce film-là. Puis là, tu vois, Julien nous donne l'information, vu qu'on parle de box-office. Yes. Il dit que ça a coûté ultimement 220 millions plus 100 en promotion, donc 320. Sachant que le cinéma garde la moitié, ça, j'ai appris ça souvent de la bouche de Julien. Ça met le seuil de rentabilité à 700 millions. Est-ce qu'il va arriver à faire 700 millions? Fort probablement pas. Donc, wow! Hey, on a l'expert au moment qu'on en parle, c'est génial. Écoute, tout est organisé. Le destin, je te l'ai dit tantôt, man. Bon on n'a même plus besoin d'organiser rien. Ça marche tout seul parce qu'on est tellement haut niveau dans le monde des podcasts que pour nous, ça se fait. Les mystérieux sont hauts dans la hiérarchie des podcasts. Ça, on fait juste des take 10 puis tout marche tout le temps. C'est comme ça. Watch Mojo. Merci Julien, merci Étienne. Non, pour vrai, attends VOD. Puis je faisais des farces avec Michael Keaton, mais ça fait du bien. On est content de le revoir, mais j'aurais pris un film de Batman de Michael Keaton sans de Flash, tant qu'à faire. C'est ça. Puis, comment je peux dire ça? C'est une curiosité, c'est correct, mais ça m'a pas racheté à DC, puis sans vouloir le spoiler là, parce qu'il vient de sortir, mais la finale fait pas en sorte que la suite de ce qui s'en vient pour le DCU. Comment non? Attends, ma phrase fait pas de sens. Je pensais que ça allait amener le DCU comme le reboot du DCU, puis je pense pas que c'est le cas. On nous laisse une certaine ambiguïté, puis c'est peu satisfaisant comme expérience. On le downloadera d'un torrent. Yes. Hey, j'ai dit yes à ça. Nous autres, on disait acheter sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Oui, bien sûr, acheter. Moi, je ne veux pas donner d'argent à ce film-là, par exemple. Bon, écoute, tu le downloaderas, Chris. Fait que je vais le downloader, c'est ça qui va se passer. J'ai pas peur de le dire. Combien de jours avant Noël, M. Forêt? Est-ce que tu as une idée? Parce que je me dis, s'il y a une personne qui peut le savoir, c'est bien toi. On vient de plugger le show de Noël chez Isidore en plus. Je n'étais pas prête à cette question, mais je peux ouvrir mon chiffrier Excel qui me le dit. Mais on est rendu là, on est rendu à la moitié de l'année. On a la moitié de l'année de passé. Déjà? Hey, on a du fun. Ouais. Ça va vite, une belle année quand même. Une grosse année jusqu'à maintenant. J'ai perdu ma job. Oui, tu vois. Il reste 168 jours avant Noël. 160? C'est vraiment bientôt. Oui, c'est quand même bientôt. OK. Ouais, on est bien. Écoute, il reste 15 jours avant Noël du campeur, ça se fait calculer. On est le 10 juillet. Donc, fait Étienne, je sais que de ce temps-ci, vous en faites moins des Noël chez Isidore, mais éventuellement, j'ai peut-être un sujet pour vous. Un sujet qui va regrouper les intérêts des auditeurs de Noël chez Isidore et ceux des Mystérieux Étonnants, donc la bande dessinée puis le comics. C'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes. Oui, ça se chevauche, j'ai l'impression. Mais en décembre, il va y avoir une bande dessinée publiée par Dark Horse Comics qui, moi, a piqué mon intérêt parce que ça va regrouper 4 gros noms
du comic book américain. Regarde, juste pour te les mentionner rapidement, on a Mike Mignola, créateur de Hellboy, BPRD. On a Becky Cloonan, James Aaron et Eric Powell. Et c'est un projet d'Eric Powell. Eric Powell qui a fait, entre autres, The Goon, qui est un auteur qui roule sa bosse depuis longtemps. Il regroupe ces gens-là dans un comic anthologique qui s'appelle The Ford Gathered on Christmas Eve. Je ne sais pas si tu le savais, Étienne, mais il paraît qu'il y a une vieille tradition victorienne, vous mettrez Sophie là-dessus, qui dit que les gens racontaient des histoires de fantômes la veille de Noël. Elle nous en a déjà parlé de ça. Ouais, elle a déjà amené des petits livres d'histoires de fantômes à lire à Noël pour ça. Oui, ça me dit quelque chose. On en avait parlé de ça. Oui, tu as raison. Ouais. Mais moi, je trouve la tradition incroyable. Puis je trouve que ça se marie bien. Tu sais, moi, dans mes films préférés, c'est celui avec Bill Murray. Scrooge, qui mélange un peu les deux. C'est un peu horrifique. Puis j'adore le chant de Noël. Je sais pas si tu as lu le livre de Dickens, mais j'ai pas lu le livre. Il est très cool. C'est très, très nice. Puis, tu vois, le livre est-tu meilleur que les 40 films? Mais en fait, ce qui est fucked up à partir, c'est qu'il y a beaucoup des éléments qui ne font pas partie du livre, qui ont été amenés à un moment donné d'un film et qui ont juste été répétés dans les autres. Dans tous les autres films. Exactement. Donc, ça me surprend pas. Les films ont commencé à traiter cet élément-là comme canon, quand en fait, dans le livre, il ne l'est pas. Je n'ai pas d'exemple spécifique, là, mais je me souviens que quand je l'avais lu jadis, c'était un des détails. Fait cette remarque-là. Oui, exactement. Puis c'est un de mes livres, je ne sais pas que c'est un de mes livres préférés, mais c'est une lecture très rapide. On parle de 110 pages à peu près. Puis c'est vrai, je lis ça. Ah, c'est vraiment le fun. C'est vraiment très bien. Donc, tout ça pour dire qu'il me semble que ça marie tout. Tu as comme le conte horrifique de Noël, la veille de Noël, une vieille tradition victorienne. Puis tu as le côté noëlé de Noël. Je pense que les deux se marient bien. Donc, The Ford Gathered on Christmas Eve. Chacun va traiter un peu de son histoire. Donc, Mike Mignola va illustrer son histoire. Becky Cloonan également. Eric Powell va faire la sienne et aussi celle de James Warren, si je me souviens bien, qui lui, je ne sais pas pourquoi, mais il ne dessinera pas son histoire. Des couleurs par Dave Stewart. Et chacun va être inclus, comme si tu veux, un peu à la manière d'un raconteur de horror show host. Donc, ils vont être les quatre dans la bande dessinée. C'est comme si nous, en train de se raconter l'histoire. En train de se raconter l'histoire. Voici, moi, j'ai appris ça. Voici, regarde, tu vois, avec le fantôme qui vient nous visiter. Ça sonne les 7 coups de minuit. Donc, c'est une BD de 72 pages qui va être disponible en librairie. La librairie le 12 décembre 2023. Juste à temps pour la fête à Simon. Ah oui, c'est vrai, c'est en décembre. Et le 13, ce sera disponible en comic shop. La page couverture est disponible. C'est comme une fausse gravure avec une tête de mort, un squelette, puis quelqu'un qui est habillé en vieux costume victorien, puis avec des éléments de Noël. C'est vraiment cool. Fait que c'est clair que je vais me l'acheter. C'est sûr qu'on va faire un épisode là-dessus. Oui, il y a des chances que... En tout cas, mettez ça sur votre radar. Ça a l'air très, très cool. Je rappelle le titre, Dark Horse Comics, Ford Gathered on Christmas Eve. Super projet. J'ai bien hâte de lire ça. Est-ce qu'il te restait quelque chose, M. Forêt? Il me reste une affaire, mais en fait, c'est une question d'abord que je veux te poser. Est-ce que tu savais, peut-être que tu le sais déjà, là, mais moi, j'ai appris ça aujourd'hui, que les mystérieux étonnants avaient été mentionnés dans une thèse de maîtrise, dans un mémoire de maîtrise en France? Non. Ouais, j'ai cherché aujourd'hui parce qu'au début, mon idée d'aller chercher en 2013, je me suis dit, je vais aller checker toutes les 10 juillet, qu'est-ce que les mystérieux étonnants ont fait. Fait que là, j'ai commencé par chercher mystérieux étonnants juillet pour voir sur quoi je tomberais. Wow. Finalement, je suis tombé sur une thèse de maîtrise. Hein? Attends, je vais te dire exactement. C'est à l'université. Non, c'est sérieux. À l'université de Cergy-Pontoise, il y a Corinne Viret qui a fait sa thèse de maîtrise sur enseigner les lettres avec le numérique. Puis là, elle parle de différentes expériences qui ont été faites dans différentes écoles françaises sur comment on pourrait faire pour enseigner le français d'une façon différente. Okay. Et puis là, elle cite l'expérience d'un professeur à l'Académie de Paris qui s'appelle Yael Boublil, qui a eu l'idée de proposer à ses élèves de troisième. Je sais pas ce que ça veut dire là-bas en France. C'est le troisième, en tout cas, à l'Académie. Troisième année, je sais pas trop. La lecture d'une œuvre numérique hybride à la fois documentaire, création littéraire et bande dessinée inspirée du manga. Anne Frank au pays du manga, entre témoignages littéraires et création documentaire. Ben oui, je me souviens, on en avait parlé à l'émission. C'est un vieux projet multiplateforme qui regroupe plein de trucs. Puis vous avez parlé de ça à l'épisode 303. Puis là, Yael Boublil, ce qu'il avait fait, entre autres affaires dans son cours, il avait fait écouter une émission canadienne, Les Mystérieux Étonnants. Oh non!
pour que les élèves écoutent ça, en parlent, puis après ça, créent leur propre émission de radio au cours de laquelle ils répondent à la question qu'ils voulaient pas aborder au départ, parce qu'au début, tout le monde était réticent à parler d'Anne Frank puis l'Allemagne nazie, puis là, finalement, ils ont comme catché des affaires, puis tout ça. Fait que vous avez été écouté en tant qu'émission canadienne dans une classe à l'Académie de Paris, puis après ça, quelqu'un d'autre a fait son mémoire de maîtrise sur un sujet qui cite cette affaire-là. J'ai jamais entendu parler de ça. T'es la première personne qui me parle de ça. Il y a Denis dans le chat qui dit que c'est la troisième, c'est les 14-15 ans. Ah, quand même. Voilà. Fait que c'est genre secondaire 3, un peu comme nous. Oui, exact. Le même genre d'âge. Fait que c'est ça. Il y a comme plein de petits Français de 15 ans qui devaient être vraiment comme trouver que ça avait rapport à faire ça. Ouais. Écouter les Canadiens, les mystérieux étonnants, puis essayer de comprendre Simon qui parle des Blu-ray de la semaine, puis de Mémoire vive. Je sais pas s'il y avait Mémoire vive puis les Blu-ray à l'époque. C'était peut-être une autre obsession. Il était dans une autre période. Là. C'est ça. Il y avait un équivalent. Chambre en ville, probablement. Là. Ouais. Puis eux autres devaient essayer de catcher ça, puis là, finalement, vous parliez. Je sais pas si on a juste écouté la dernière partie, si on a écouté tout le reste, mais... Tu sais qu'aujourd'hui, il y a 10 ans, on a rencontré Ghislain Tachereau, Mystérieux Étonnants. Il était venu à l'émission. Facebook me l'a rappelé, parce que sans Facebook, on n'a plus de mémoire. Mais dans le temps, d'une autre station, je me souviens plus le nom, on était là-bas, puis on prenait... plus de mémoire? Non, plus de mémoire. Ils me l'ont pas rappelé. On a pris une photo ensemble, puis c'était dans la station, puis c'était Ghislain Tachereau qui était là avec nous autres. Un vieil épisode qu'on avait enregistré durant... la grève étudiante est encore en branle, je crois, ou c'était peut-être après? C'était peut-être après, je me souviens. Je me souviens pas de cet épisode-là. Je l'ai peut-être jamais entendu. J'ai pas tout écouté votre œuvre. Ah, écoute, c'est vieux, là, puis écoute, je parle extrêmement vite. Si vous trouvez que je parle vite en ce moment, dans le temps, là, c'était comme... C'était hors de contrôle. Oui, hors de contrôle, jeune et fou. J'étais jeune de 32 ans à l'époque. Oui, là. C'est ça. Ah, mais merci. Mais t'as-tu la citation? Tu pourrais-tu me l'envoyer par... Je vais te l'envoyer, oui. On pourrait un screenshot. On pourrait la partager sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Ça peut être... Je vais aller mettre ça là tantôt. Là, Étienne, je le sais, t'es bien excité parce que je vais te parler de ce qui est le truc que j'ai découvert par rapport à Venom durant le c'est vrai. Écoute, j'avais oublié ça déjà. T'avais oublié? Ah, ben là, tu me dis ça, mais écoute, Facebook n'était pas là pour nous le rappeler. Fait qu'on exactement. Là, j'étais comme, je sais-tu, moi, ce qu'il m'a dit tantôt. L'univers des comic books, des fois, surprend Étienne. Hein? Parce que moi, ce que j'aime, l'univers du comic book, c'est que c'est quand même des auteurs qui s'envoient la balle. Puis ils font ça sur des semaines, des mois, des années. Puis oui, il y a un riche canon, puis des fois, ça peut être vertigineux et même épeurant pour un nouveau lecteur, et même les lecteurs vétérans, qui, comme moi un peu, là, qui j'arrête de lire du DC, puis 6 mois plus tard, je suis complètement fourré, je sais pas où je suis rendu. C'est le cas d'ailleurs avec DC, je suis complètement perdu. Mais c'est ce qui fait aussi partie du charme, de découvrir des choses, une idée qui a été poussée par un auteur, qui est modifiée par un autre depuis plus tard. Puis c'est le cas du personnage de Venom, qui récemment, dans la run de Donny Cates, a eu un genre de petite nouvelle couche de peinture. On a amené des éléments mythologiques qui n'étaient pas là avant. Et maintenant, Venom, qui était jadis l'ennemi de Spider-Man, un anti-héros, faut dire qu'il y a tout le temps comme une bonne raison pour se battre contre Spider-Man pendant un petit bout. Là. Genre, il l'a coupé ou il a pas ouvert la porte, puis il veut faire de la tapoche. Le Venom est porté par le fils de Eddie Brock, le premier détenteur du symbiote, Dylan Brock. Et dans le numéro 22, il affrontait un personnage qui s'appelle Flexo, que je connaissais pas. Un autre vieux personnage des années 60-70 de Marvel. Là. Ça a l'air d'un nom de lutteur. Oui, ça fait très lutteur avec des pièces de faux métal collées sur lui, là, mais c'est... Flexo l'indestructible! Mais il l'a affronté dans le numéro 22 de Venom et il y a une bulle, c'est comme une bulle de pensée, dans laquelle Dylan dit... où il s'adresse un peu à son symbiote. Il dit, si tu veux plus de web fluide, donc on sait que Venom peut lancer des web fluides avec son... Il peut le générer lui-même. Lui-même, comme Spider-Man, mais c'est au-dessus du poignet. Après ça, on va avoir besoin de manger quelque chose de taille d'homme. C'est que là, on comprend, finalement, que pour pouvoir générer sa toile, il faut qu'il mange. Et là, plus tard, quand il affronte Flexo et qu'il envoie une bonne... dose de toile, il dit à Flexo, c'est des déchets de symbiote, je l'entrepose et je lance des toiles dans toute la ville, ne me blâme pas, j'ai été élevé ainsi. Ça veut dire essentiellement que la toile est du caca. Parce qu'on parle de déchets. Okay. Donc, vous l'aurez appris au Mystérieux Étonnant en ce 10 juillet 2023. Sa toile, il y a frais anyway dans le fond. Exactement. Sauf que là, il joint l'utile à l'agréable, c'est ça. Mais c'est son caca. Donc, alors, vous ne verrez plus jamais Venom de la même manière. Un nouveau élément rajouté au canon de Venom et des personnages de Marvel.
Hein? Super le fun de savoir ça. Yes. On a fait le tour, Étienne, mais juste avant de prendre une petite pause puis parler de la BD, on avait des messages vocaux laissés sur notre SpeakPipe. Donc, tu vas être là avec moi pour pouvoir y répondre. speakpipe.com/mystérieux si vous voulez laisser un message. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Donc, pas besoin de noter l'adresse. Là. Allez le voir puis cliquez là-dessus, commentaires, suggestions, n'importe quoi. On a un premier message d'un certain Blast. Salut les mystérieux, mes amis parasociales préférés. Tu sais, le Scrap Moustache, on rit, mais qu'est-ce que vous pensez de Yakari? Je ne connaissais pas Yakari, je l'ai googlé parce que... Et là, ça m'a rappelé la section... Un petit autochtone, le petit autochtone, oui, qui était un personnage de bande dessinée. Je n'ai pas lu de Yakari. Je me suis souvenu de lui quand je l'ai googlé parce que c'était les BD que je lisais pas à la bibliothèque de Brossard. Mais fait que je peux pas répondre. J'ai pas lu de moi, je me rappelle de l'existence. J'ai son image dans ma tête, mais j'ai jamais lu de Yakari, moi non plus. Ou peut-être, je pense, à un moment donné, je lisais des compilations des magazines Spirou, là, qui en mettaient comme 5-6 pour faire un gros livre. Puis là, tu avais comme des petits bouts d'histoire, numéro après numéro. Puis je pense que peut-être j'en ai vu là. Je pense que c'est la même chose. Ouais, mais écoute, j'ai peu de souvenirs de ça, mais je pense que ça doit avoir mal vieilli. Ça doit avoir mal vieilli. Ouais, c'est ça. Mais ça... Un truc européen fait sur les Autochtones des années 70. Oui. D'ailleurs, quelqu'un a partagé sur le Discord des Mystérieux Étonnants une vieille publicité des années 90. Je pense que c'était le ranch du spaghetti. Ouais. C'est ça. Ouais. Ça, c'est Johnny Publicité qui l'a ressorti sur TikTok. Et tabarnak. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ce genre d'affaires-là qui était monnaie courante à l'époque. Fait que là, imagine en plus en Europe, ils sont encore plus déconnectés puis de la réalité, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que ça devait être? En tout cas, peut-être que c'est bien chill, là. Il me semble que ça a été publié jusqu'à récemment en 2014, mais je pourrais pas dire. Il faudrait que Laurent Boutin. Il aurait fallu que Laurent Boutin soit là pour ta question. Je suis désolé, Blas, fait qu'on peut pas te répondre. On n'a pas lu. Mais il faudrait en parler avec Laurent, il doit savoir. Lui, il doit savoir plus. Ça, clairement. Mais si ça existait jusqu'en 2014, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est peut-être devenu nice. Mais tu sais, sûrement les premières moutures, ça devait être très stéréotypé, simpliste. Il y a des chances, mais on ne sait pas. Faudrait voir. Là, on a un message vocal d'un personnage qu'on n'avait pas entendu. On n'a pas entendu de nouvelles depuis un certain temps. Notre ami Bonhomme. Ah, Bonhomme. Salut les mystérieux, ici c'est Bonhomme. Je vous écoute en tant que réserviste et homme fort de soutien pour toutes vos aventures. Vous parliez dans l'émission de la semaine dernière de ce que Benoît, tu avais appelé le Superjet lors de votre émission sur Superman et The Authority. En effet, Superman, tant dans la bande dessinée que dans le monde des bébelles, a eu ce qu'ils ont appelé la supermobile. C'était justifié dans la bande dessinée et même elle est apparue dans l'émission des Super Friends, comme quoi lorsque Superman était confronté à perdre ses pouvoirs, il avait donc créé un super engin qui lui permettait de recréer ses pouvoirs et continuer à combattre le mal. Et puis c'est ça, elle avait été créée à la demande de la firme britannique Corgi pour justifier un jouet. Et puis, toi, la version que tu as eue, Benoît, quand tu étais psy, c'était donc la version des Super Power créée par Kenner. Donc, sur ce, bonne écoute. Et puis, si vous parlez de Bébel, ça va me faire plaisir de vous rappeler. Bonhomme, vous aime. Merci, Bonhomme, on t'aime aussi. Merci pour l'information. Oui, je faisais référence à ça la semaine passée. J'avais le Superjet puis la Batmobile. Puis ça, c'est une période très typée des jouets de DC. Fait que, mais je suis pas surpris que Bonhomme avait l'information. Évidemment, lui, il savait ça. Il savait ça. Ça ne surprend pas non plus. Donc, merci, Bonhomme. N'hésite pas aussi si tu nous entends dire des niaiseries par rapport au Bonhomme. Tu connais ça, je pense, les Bonhommes. Oui. Il y a Étienne Cormier qui nous informe que lui, il lisait Yakari, puis il y avait un dessin animé des années 80, puis il l'écoutait. Oui, est-ce que ça, je savais pas. Ça. Oui, moi, dans les années 80, je me souviens, là. Oui, c'est vrai, on est en train d'aller chercher dans mes souvenirs, mais oui, il me semble que ça passait à la télévision. Je sais pas si c'était des épisodes complets ou si c'était des petits épisodes, des genres de clips qu'on montre les affaires, émissions. Ouais. Je pense à jouer à Télé-Québec, si je me souviens bien, Étienne. Si tu peux rajouter l'information dans le chat. On va prendre sinon une petite pause, Étienne, puis on va parler de la BD de la semaine dans quelques instants. Mais juste avant, j'invite les gens à donner au Patreon des Mystérieux. Là, je dois m'excuser puis vous donner des explications. On n'a pas été en mesure de pouvoir se rencontrer cette semaine pour enregistrer un Bifurcation. Ça fait longtemps que ça traîne, là. Mais tout le monde est occupé, mais vraiment occupé. Et moi, je vous dis, je suis
très, très, très fatigué en ce moment. Donc, on a quand même un show à chaque lundi. Mais je suis brûlé. Laissez-nous un break. Là. Non, mais ils ont le droit, là, ils payent pour ça, entre autres. Là. Mais oui, c'est l'été, mais je vous le dis, là, j'entrerai pas dans les détails, mais je suis très fatigué. Il y a 3 mois de ça, j'ai perdu ma job, puis ça chamboule une vie un petit peu, puis en ce moment, c'est tough. Alors, il y a un épisode d'Épifurcation qui s'en vient. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, on a diffusé un Terre humaine chez Isidore en exclusivité, donc il y a ça qui s'en vient pour les éventuellement. Ça, c'est le chien d'Amien à Étienne. Il y a beaucoup d'action chez Étienne. Mais choses qui se passent. Si ça se passe, ça sera la semaine prochaine, on va pouvoir enregistrer un Bifurcation. On essaie d'enregistrer tout le temps 2 back-à-back pour que vous ayez du contenu. Je suis désolé mais c'est rare en fait que ça arrive. C'est une des premières fois dans l'histoire de je pense que tout le monde peut comprendre aisément. Oui. C'est pas tout le monde qui écoute. Oui, ça fait quand même pas mal. Puis ça serait le fun que ça soit plus payé. Je pourrais peut-être en vivre éventuellement, mais là, je sais pas. C'est ça. Donnez juste plus d'argent, comme ça, il y aura pas besoin de c'est ça que je suis en train de vous shamer, là. C'est votre faute. Ce qui arrive, c'est de votre faute. Mais ouais, tout ça pour vous dire que je sais que aussi, c'est pas tout le monde qui donne au Patreon qui écoute les bifurcations. Non, c'est ça. Des fois, ils donnent juste pour encourager. Ouais, mais sachez que tout l'argent qui est pris dans le Patreon, qui est récupéré avec le Patreon, c'est réinvesti dans les mystérieux. Donc, c'est tout. Mon cachet, entre autres. Oui, Étienne, c'est la personne la plus grassement payée des mystérieux. Ça m'avoir. Ben écoute, c'est parce que tu fais partie de des CDR, c'est qu'à chaque fois qu'il faut qu'on prenne faut que tu payes les droits de Juste pour rire. Fait que ça, c'est pas évident. Là, puis on s'entend, les cachets Juste pour rire, c'est pas petit, c'est pas ceux du Zoufest, ça, mettons. Là. Pas le minimum idéal. C'est bien plus que ça. C'est ça. Fait que, mais sachez que tous les montants qui sont récoltés vont dans les projets des mystérieux. Donc, Noël chez Isidore, qui est le spin-off dédié au temps des fêtes. On a aussi Terre Kaiju, j'imagine qu'il va revenir. Jake est bien occupé en ce moment, il travaille sur une BD, fait que j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps de faire un Terre Kaiju, mais les archives sont encore disponibles. Et bien sûr, l'enregistrement des mystérieux à chaque semaine depuis maintenant 17 ans, donc à chaque 7 semaines. Bien sûr, les bifurcations, si ça revient bientôt, on va poursuivre notre cycle dédié à David Lynch. Et sachez aussi que si vous êtes intéressé à écouter les Terres humaines chez Isidore, oui, ils sont en exclusivité en premier sur le Patreon des Mystérieux, mais ils sont aussi disponibles sur le site des Mystérieux Étonnants et sur les plateformes de podcast. Donc, vous aussi pouvez être bored comme la copine d'Étienne, Gab, à essayer de comprendre ce que Étienne et Simon disent sur une télésérie qui n'existe plus depuis 45 ans. Je ne la comprends pas, la fascination, mais il y a bien du monde qui trippe sur... Moi, j'ai été surpris. J'ai fait un show au Mobilo cet été, puis au début du show, je demandais qui dans la salle écoute des CDR puis me connaît de là. Puis là, ça applaudit fort. Après ça, qui écoute Noël chez Isidore, ça applaudit fort aussi. Puis là, j'ai demandé qui écoute Terre humaine chez Isidore je m'attendais à des criquets. Ça applaudit encore plus fort. Plus fort que Noël chez Isidore, wow. J'ai l'impression que beaucoup de monde, Noël chez Isidore, on en fait moins. Peut-être que... mais puis là, maintenant, c'est rendu, c'est ça pour tout le monde. Fait que je pense que j'en entends souvent parler, en tout cas. Il y a des gens qui me parlent de ça. Tu vois, quand le podcast c'est plus fun qu'on pense que ça va être. Oui, ça, je fais des blagues, là, mais quand le podcast est devenu disponible à tous et toutes, là, je l'ai envoyé en message privé sur Instagram à Jean-Sébastien Girard. Qui aime bien Terre humaine, apparemment. Il m'a pas répondu. Fait que je sais pas s'il a trouvé que j'étais un freak. Il a peut-être pas cliqué là-dessus, puis il s'est dit, what the fuck. Il a vu le message, mais il a pas répondu. J'en tiens pas rigueur. C'est juste que je me dis, s'il y a un podcast qui est fait pour ce dude-là, c'est bien Terre humaine chez Isidore. Mais en même temps, à sa défense, on parle de beaucoup d'autres choses. C'est plus un prétexte en fait, moi, je suis genre le Nicolas de Terre humaine chez Isidore. J'essaie de parler de mon sujet. Je suis moins plate, c'est sûr. Mais eux, ils m'interrompent constamment. Puis là, j'essaie de quand même continuer à expliquer tout ce qui se passe dans chaque scène de chaque épisode. Qui essaie de couper plus? C'est-tu ta blonde ou c'est... Oui, c'est ma blonde. Ah oui? Non, c'est ma blonde, même dans la vie en général, elle me coupe constamment. Oh, je suis fired! Fait que là, j'en tiens pas regard. Mais là-dedans, elle a de la misère à rester focus. Cette histoire-là, c'est tellement comme plate. Puis en plus, on en a jamais vu. Fait que je fais juste nommer plein de noms de personnages. Puis elle, il faut juste qu'elle retienne de l'info, mais elle a pas de support visuel. Elle a jamais vu un épisode. Fait qu'elle sait jamais qui est qui, puis elle est comme toujours perdue dans l'histoire. Fait qu'elle m'interrompt tout le temps. Mais c'est ça qui est le fun, justement. Parce que si on faisait juste m'écouter sans m'interrompre, ça serait plate en esti. Ça n'a pas rapport. Ce qui est le fun, c'est tout ce qui naît autour de ça. Et je me souviens quand tu avais fait aussi un épisode dans le camp du Festipod l'année passée, ça se peut-tu? Le dernier, tu n'en butes une, là?
Ouais, c'était le Mini-Fest. Le Mini-Fest, je finis par les mélanger. Tu avais mentionné Noël chez Isidore, puis la foule avait bien réagi aussi. Oui, les gens. Puis c'est dans un live de Décideret, je faisais un personnage de Terre humaine. Oui. Puis là, j'avais parlé de Noël chez Isidore, puis là, tout le monde, comme les gens savent, c'est quoi cool, tout ça. Ouais, nos publics se croisent beaucoup. Ouais, je me fais parler souvent de vous autres quand on fait les soirées de lutte le dimanche ou le mercredi qu'on écoute des films. Le monde va, t'as écouté Décideret? Bernatchez fait telle affaire à la fin de l'émission ou qu'est-ce qui s'est passé? Fait que on a beaucoup la même gang qui suivent toutes nos affaires. C'est le fun, c'est un multiverse. Ouais. C'est vraiment cool. Exact. Fait que vous faites en sorte que le multiverse existe sur nos Patreon des Mystérieux. Puis en échange, il y a d'ailleurs une auditrice qui m'a écrit aujourd'hui, il faut que j'y envoie le lien. Vous avez un lien vers le Discord des Mystérieux. C'est comme une plateforme privée de médias sociaux. C'est comme Internet, mais sans trou de cul. Pour vrai. C'est vraiment une belle place. Les gens partagent des nouvelles, échangent. Là, je sais qu'ils vont s'organiser quelque chose pour jouer des jeux ensemble. Je ne sais plus quel game. C'est ça qui est le fun, c'est que ça existe malgré mon absence. Ouais, c'est le fun. Ça se passe tout seul. Ça se passe tout seul. Puis on écoute des films des fois. C'est plus... ça arrive plus souvent à l'automne, je te dirais. L'hiver, là, en ce moment, c'est plus calme, mais on écoute quand même des trucs les mercredis. Puis il y a les dimanches lutte, bien sûr. Puis ben, souvent, c'est par là qu'on interagit vraiment avec les fans. Moi, j'ai... No fucks to give à Facebook et compagnie, c'est comme le minimum. J'ai comme donné. Fait que c'est par là que ça se passe. C'est par là que ça se passe. Exact. Oubliez Threads, là. Ouais. Oubliez Twitter. La vraie place, c'est le Discord des Mystérieux. Fait que merci pour ceux et celles qui donnent. Puis si vous donnez juste pour un mois, puis c'est correct. Et on va prendre cet argent-là. Si vous pouvez pas nous aider financièrement, parlez du show, le partager, donner un petit 5 étoiles sur toutes les astuces de plateformes de podcasts qui existent. D'ailleurs, on est sur toutes ces plateformes. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et en archive. Je vous rappelle que seulement 300 épisodes des Mystérieux Étonnants sont disponibles en archive. Le reste est disponible sur le site Internet. C'est une limitation qu'on a mis sur le fil RSS. On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, mais c'est sur le Discord qu'on interagit. On vous donne, on se donne quelques minutes, prendre une petite pause. On revient dans quelques instants avec des jouets de notre jeunesse, Transformers, Back to the Future. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est un comic book. Oh, madame, oui. C'est un comic book dans la plus grande tradition du comic book américain. On est dans le crossover ici. Une publication de IDW Publishing. Transformers Back to the Future de Kevin Scott et Rohan Samu. Et je me suis dit, regarde, c'est une BD parfaite que comme Étienne fait partie des Décideret, chez Isidore aussi, là, mais des Décideret, puis il vient à l'émission cette semaine, on va faire un petit crossover. La BD, c'est un petit 4 numéros, ça va être facile à lire. Puis en plus, la prémisse est quand même assez wacky. Tu veux-tu essayer de te lancer, Étienne, à résumer la bande dessinée rapidement, juste comme la prémisse? Oui, c'est assez facile à résumer. La BD commence à la scène où tu vois Marty et Doc qui sont dans le parking du centre d'achat à essayer la DeLorean. Puis là, ils se font poursuivre par les terroristes pour le plutonium. Mais là, ça, c'est une scène qu'on connaît bien. Mais en même temps, ce qu'on savait pas, c'est que tout ce temps-là, il y avait des Transformers cachés en arrière qui regardaient ça aller. Oui, derrière le buisson. Oui, ils étaient là. Ouais. Puis là, c'est des Decepticons qui veulent voler la machine à voyager dans le temps pour pouvoir aller changer l'histoire et se réveiller en premier plutôt que les Autobots. Puis là, à ce moment-là, pouvoir prendre le contrôle. Puis c'est ce qu'ils arrivent à faire. Puis là, après ça, on a Marty qui essaie de remettre les choses comme elles étaient au départ. Ça fait un paradoxe dans le temps. Donc, il doit essayer de réaligner la ligne temporelle. Exact. Avant de rentrer dans l'appréciation de la bande dessinée, je veux juste souligner un truc que un crossover à la base, souvent, là, pas toujours, c'est ridicule. Ça se veut ridicule. Oui, mais ça veut surtout pas dire... ces deux franchises. Ces deux franchises-là. C'est deux franchises qui se fait comme pourquoi Back to the Future, Transformers. Mais en même temps, ce que j'aime des crossovers, même quand ils sont plus ou moins intéressants, c'est qu'il y a des éléments qui, des fois, s'emboîtent drôlement bien. C'est là où je vais dans mon appréciation. Malgré la faiblesse, disons, scénaristique de la BD. C'est très simple. Très, très simpliste. Même simplet par moment. J'ai full aimé à quel point l'auteur a réussi de manière d'intégrer les deux univers puis d'avoir comme une logique cohérente. Parce que oui, ça se passe en 85. Puis c'est à peu près, 84-85, la série des Transformers. Exact, donc, ça fonctionne. Ça fonctionne à ce niveau-là. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Étienne?
Ben, moi, je vais t'avouer un truc là, ici, Benoît, que j'ai jamais dit à personne, j'ai jamais osé en parler, là, mais j'ai jamais écouté vraiment les Transformers de mon enfance. Comme j'ai jamais écouté l'émission à télé. Non. J'ai même pas vu aucun des films de la franchise là, récente. Wow. Là, encore. Ouais, ça c'est correct. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais comme je sais c'est quoi les Transformers, évidemment, je suis familier avec quelques personnages qu'on voit partout, c'est tellement dans la culture populaire, mais j'ai jamais comme embarqué dans ça quand j'étais petit. Puis là, plus tard, en vieillissant, ben on dirait que c'est pas la première affaire que je vais aller checker. Mais tu sais, je serais curieux là, de voir ça. Ils sont disponibles sur Tubi en passant, si tu veux les écouter. Bon, ben écoute, faudrait que j'essaie. Mais c'est ça. Mais j'ai quand même, ça m'a pas empêché d'aimer ça, la BD. J'ai trouvé ça le fun. Évidemment, ça se prend pas très au sérieux, mais je trouve que ça faisait une histoire sympathique. Puis, tu sais, là, on voit Biff Tannen qui s'associe avec les Decepticons pour réussir au moins à rester en vie, puis pendant que eux, ils enslave, ils réduisent à l'esclavage toute la race humaine. Tu sais, c'est intéressant, puis tu sais, ils ont comme plein de bonnes petites idées, là, le fun, tu sais, comme comment les Decepticons ont eu la machine, en fait, juste ça, c'était amusant, là. Il y avait la cassette, la genre de grosse cassette audio qui se transforme, en fait, qui est un robot. Que ça, je me rappelle de son existence parce que j'avais un ami qui avait ce personnage-là en figurine. Ouais, elle était belle, la figurine de Soundwave. Ouais, le genre de... Là, il pouvait sortir la petite cassette, puis elle devenait un petit... fait que là, cette cassette-là a été abandonnée là, puis là, Doc Brown, il est comme vraiment surpris. Hein, c'est quoi cette cassette-là? Puis là, il veut la ramener. Puis là, Bumblebee, il recule dessus pour la péter parce qu'il sait que c'est pas une bonne idée. Mais même à ça n'empêche pas Doc de l'amener, puis en fin de compte, elle n'est pas complètement brisée, puis finalement, c'est comme ça qu'ils réussissent à avoir. Fait que je trouvais que c'était intéressant comme façon d'amener le truc. Puis là, après ça, ben, c'est facile d'inventer. OK, ben là, si on a ce pouvoir-là, ils peuvent facilement prendre le contrôle de l'humanité. Puis là, on arrive en 2015, où là, tout à coup, c'est ça, des grands robots qui sont maîtres de l'humanité, qui les forcent à miner de l'énergon. Ça, les cubes, je suis pas familier trop. Là, on est vraiment dans le canon de la série des années 80. Là. C'est la raison. Tu sais, comme dans les années 80, le méchant était méchant pour des raisons absolument stupides. Là. C'était mettons... Touf les pollueurs. Je veux juste plus polluer. Comme, c'est ça. Tu veux juste plus pour le fun. Tu sais, comme les ennemis de Captain Planet, c'est un peu la même affaire. Genre, plus de pollution. C'est comme, non. Non, je comprends. C'est ça. Fais-toi au moins de l'argent en polluant comme la CAQ. Exactement, c'est ça. Fais semblant qu'il n'y a pas un problème. Ignore-le, qui se laisse sur le tapis pour les autres générations à dealer avec. Est-ce comme un bon caquiste? Oh, devenu politique. Mais non, plus politique. Poulet pop. Hey, j'ai appris cette semaine, c'est Paul et Pop. Oui, exact. Parce que Guy Saint-Saëns m'a envoyé une photo. Je pense que c'est lui qui a envoyé une photo de la fiche de Paul et Pop à la station où on était avant. Puis c'est marqué Paul et Pop. P-O-L-E. Moi, je j'entendais poule, comme P-O-L-E. Ben, tout le monde entendait ça, puis là, c'était un meme à un moment donné, on voyait une poule, puis c'était écrit « Pouli Pop ». On fait référence à quelque chose de super spécifique, je suis pas sûr que le monde catch. Je pense que les gens savent, c'est sûr. Ils savent, oui. Okay. Ah ouais. Mais où j'en étais? J'étais... Ouais, là, tu parlais des méchants qui avaient des raisons stupides d'être méchants. Oui, c'est ça. Donc, l'énergie, c'est comme une raison que les Decepticons ont pour essayer... C'est comme leur MacGuffin, là, ils ont besoin de cette affaire-là pour devenir plus puissants et donc partir à la conquête de la galaxie. Donc, c'est la raison pourquoi ils vont finalement mettre la race humaine dans l'esclavage dans le futur. Pour miner cette ressource-là. Il y a quelques trucs qui sont un peu bizarres, dans le sens qu'il y a comme un time paradox qui se crée, mais Marty se souvient de tout. Fait que scénaristiquement, ça marche plus ou moins bien. Il n'y a pas de raison. En tout cas, si on suit la logique Back to the Future, il n'y a pas de raison qu'ils se souviennent d'une époque qui n'est pas celle dans laquelle il est en ce moment. Oui, effectivement. Ça a été changé avant tout ça. Pourquoi il sait? Tout a changé autour de lui. C'est pas supposé être demain. C'est ça. Ouais, parce que c'était pas lui qui était en voyage à ce moment-là. Exactement. Fait que ça marche moins bien. Puis il y a la fin aussi que j'ai pas compris. La finale, j'ai pas trop compris la passe-passe. Là. Une affaire qui arrive, c'est que il y a la DeLorean et il y a ensuite un robot qui a été créé pour être un Transformer de DeLorean qui peut voyager dans le temps. Ouais, un Decepticon à la base. C'est ça. Ouais. Puis ce qui est bizarre parce que c'est une auto, mais c'est ça. Puis finalement, il se rebelle justement, puis il devient pour les Autobots. Puis fait que là, il y a deux façons de voyager dans le temps. Lui, il peut le faire, mais il y a encore l'auto de Doc Brown qui existe aussi. Ouais. Puis là, lui, il se fait tirer à un point. Fait que là, je sais plus la pièce technique. Le convecteur temporel.
Et voilà. Là, lui, il marche mal. Fait que là, c'est pour ça qu'il peut pas aller où il veut. Et là, finalement, le but, c'est de trouver Doc pour qu'il répare. Puis ce qu'il réussit à faire, puis lui, il essaie d'aller dans le passé pour arranger les choses. Il essaie d'aller plus loin encore dans le passé pour empêcher le réveil des Autobots en premier. Exactement. Ouais. Puis là, il réussit pas. Puis là, on pense que tout est perdu. Mais en réalité, ça marche quand même parce que il y a aussi l'auto de Doc Brown qui existe, qui permet de reculer encore plus loin puis de réveiller finalement les Autobots avant pour qu'ils sauvent le robot qui voyage dans le temps pour que, au moment que lui essaye d'empêcher les Decepticons. Fait qu'il y a comme 3 layers. OK, il y a 3 layers. Mais sauf que ça explique pas pourquoi. Puis là, c'est du nitpicking, là, Étienne. Mais je comprends pas comment ça empêche pas que les Autobots ont juste détruit des Decepticons et gagné la guerre à ce moment-là, puisqu'ils ont été réveillés en premier dans l'Arche. Ouais, oui, en fait, c'est ça. C'est que ça remet pas les choses exactement comme elles étaient avant que tout ça se passe. Ça fait juste qu'au moins, l'humanité n'est pas réduite à l'esclavage. Il y a ça. Fait que du côté des humains, tout a l'air normal. Mais du côté des Transformers, oui, ça change toute leur histoire, là, eux autres, par exemple. Fait que là, ça, je sais pas là, comment ils arrangent ça. Mais il l'adresse pas. C'est ça qui est bizarre. Non, comme ça qu'à la fin, c'est quand même le statu quo. Fait que c'est comme ces 2 éléments-là vers la fin, je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait. T'sais. Ouais, ça marche plus tout à fait. Ouais. Mais il y a quand même la grande place de l'hôtel de ville avec l'horloge qui finalement est un robot all along, un robot géant. Je t'avouerais que un peu à la manière d'une BD de Samuel Quentin, je suis parti à rire quand je l'ai lu. Là, quand j'ai vu ça, que l'hôtel de ville pouvait se transformer, que c'était un Decepticon qui tirait des missiles. Ça, je l'ai pas vu venir. De toutes les, j'avais comme un genre de liste de choses qui allaient certainement se passer dans la BD. Tu peux un peu les caler parce que c'est un crossover, puis comme c'est un peu niaiseux, tu peux les faire des calls. C'est facile de deviner. Mais cela faisait pas partie de ma Non, ça, c'est une belle surprise à la fin. C'était comme un coup que tu penses qu'ils ont gagné. Ben non. Il y a ça. La maudite Clock Tower. Ouais, ça, c'était super. Mais c'était quand même le fun à lire. Ouais, c'est wacky, c'était le fun. Bien. Évidemment, c'est ça. C'est pas sérieux, puis, mais c'était sympathique. Là. Comment t'as trouvé le dessin? C'est pas mon préféré dessin. Je trouve, mais tu sais, les humains sont très cartoonesques, là. Fait que c'était un peu, tu sais, ils ressemblent pas tant que ça au personnage réel du film. Ils peuvent pas, s'ils veulent reprendre les traits et comme vraiment faire une caricature, il faut qu'ils payent des droits. Donc c'est souvent pour ça que dans les BD, ils font pour ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça. C'est quelqu'un, on voit, on devine, tu sais, mettons, les cheveux de Doc Brown, mettons, puis, mais tu sais, c'est pas, puis ils sont très, très cartoonesques. Ça, c'était pas mon affaire, bref, tu sais. Mais pour le reste, ça allait, là. Les Transformers étaient sympathiques, bien dessinés. Fidèles au cartoon aussi, j'ai remarqué. Moi, je les suivais quand j'étais jeune, donc j'ai pu remarquer que c'était quand même assez... Puis j'ai vu beaucoup de BD de Transformers au fil des années. Là, je suis un YouTuber qui parle du lore des Transformers, puis je l'adore, là, mais... Puis la BD revient souvent dans son canon. Puis c'est pas facile, ça a l'air comme niaiseux à dire, mais c'est pas facile de dessiner un Transformers parce que t'as l'impression que ça l'est parce que c'est plus en bloc. Mais il y a un art à dessiner Transformers. Ben, pour qu'il y ait l'air qu'on cache le mouvement. Exact. Ils ont peu d'expression faciale. Fait, comment tu arranges ça pour que ça soit le fun. Puis le simple fait de la transformation, comme moi, j'avais jamais lu de comic books des Transformers, mais comment tu représentes le fait qu'il est en train de se transformer en auto sans que ça prenne 10 cases à chaque fois. Fait, au début, j'étais comme, je catchais pas le dessin, puis j'ai même pas compris que c'était ça. Okay. Puis là, après, je me suis dit, non, OK, ben oui, je suis bien épais et of course, c'est le même, là, il vient de se transformer. Mais comme j'avais pas catché ça, c'était pas super clair. Ben, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. C'est qu'habituellement, je sais pas dans la BD, là, je me souviens plus, mais quand on montre cet effet-là, il y a aussi un effet de transparence sur la calque où est-ce qu'on voit la transformation qui se fait comme on la voit en étapes. Là, je pense pas qu'il y avait de transparence, donc ça avait l'air comme... Donc, tu avais l'impression que c'était juste... un autre robot qui vient foncer dedans. Exactement. Puis finalement, non, c'est le même, en fait. Okay. Puis, ben, évidemment, c'est facile à catcher parce que tu sais c'est quoi Transformer, même si t'en as jamais vu comme moi. Mais c'était pas super bien dessiné, je trouvais. Bon point. Ben, c'est le fun. Justement, toi, tu lisais pas de Transformers si t'as pas vu le Transformers, fait que t'as eu cette affaire-là qui t'a accroché. Mais là où j'allais, c'est que je trouve que autant que les humains sont cartoonesques, puis un peu même des fois, c'en est ridicule, les Transformers comme tels sont bien dessinés. Et je dois dire que je suis fan. Moi, je suis un fan des modèles Transformers. Là. Je suis fan du modèle du Transformers qu'on appelle Gigawatts,
qui est l'espèce de robot qui peut se transformer en DeLorean. Je le trouve beau, je le trouve super bien fait, bien pensé. Et la manière qui se transforme dans la BD, c'est comment le jouet se transforme, parce que tout ça découle d'un jouet. Oui, parce qu'à la base, c'était ça. Comme dans ce temps-là, ils faisaient ces affaires-là, ces séries-là, spécifiquement pour vendre des jouets. Merci à Reagan qui avait des comment on dit ça? C'est quoi l'expression? Il y avait des... Criminalisés? Non, c'est... Les jouets. Oui, il y avait décriminalisé les jouets. Non, il y avait fait en sorte que c'était légal de faire des séries qui s'adressaient directement aux jeunes dans l'objectif de vendre des produits. Et là, les Transformers... C'est capitaliste. Oui, c'est exact. Donc, d'ailleurs, l'épisode Tu me niaises versus les Transformers, là, c'est incroyable. Tu vas aller écouter ça, c'est incroyable. Ah ouais. Okay. Mais non, c'est ça. Ça fait que le modèle est basé sur un jouet. Puis à la base, c'était pour une passe de cash. Puis il avait récupéré des jouets qui étaient japonais. Il avait fait leur propre canon avec. En fait, à la base, c'était même un Marvel, un comic de Marvel. C'est pour ça que le canon des comics de Marvel, celui du dessin animé, est très différent. Puis les Japon ont aussi son propre canon. Là, je partirais pas, il y a des timelines là-dedans. À un moment donné, j'écœurais les gars avec ça, là, mais il y avait des timelines. Si ça existe depuis 40 ans, c'est sûr que ça a eu le temps de devenir super compliqué, puis qu'il y a eu plein de visions avec les années, puis comme ça me surprend pas du tout. Là. Ouais. Fait que tu le recommanderais-tu, quelqu'un qui est fan de Transformers, mettons? Oui. Moi, je pense que si t'es fan de Transformers ou de Back to the Future, c'est une petite affaire, une petite curiosité, le fun à lire. Ouais. Ça se lit en 20 minutes. C'est pas compliqué, là, c'est 4 numéros. Wow. Damien ici qui réclame mon attention. Réclame son attention. Elle veut jouer. Mais ouais, fait que si t'aimes ces affaires-là, c'est sûr que tu vas trouver ça le fun, puis tu vas être diverti, puis c'est facile. Puis c'est un petit truc auto-contained, self-contained, c'est facile. Mais si t'es pas fan de ni un ni l'autre, je pense pas que ça vaille la peine. Non, c'est vraiment une curiosité, mais contrairement à The Flash, je pense que c'est une curiosité qui vaut plus la peine. Si t'avais du temps à mettre sur quelque chose qui est comme complètement whack, vas-y sur le Transformers, rencontre Back to the Future. Mais moi, tu vois, ça me donne le goût d'en savoir plus là, sur les Transformers, finalement. Je sais pas si maintenant, si tu l'écoutes, tu vas trouver que ça tient bien la route, parce que tu vas sentir j'essaie de toucher des jouets là, quand tu vas écouter la série. C'est ça, exact. Benoît, il veut me vendre des jouets. C'est comme ça que je vais le prendre. Mais ouais, c'est sûr que ça doit pas avoir vieilli. Si t'enlèves la nostalgie, ce genre d'émission-là, c'est généralement pas super. Mais moi, j'aime bien écouter de la vieille télé, même si c'est pas de la télé que j'écoutais quand j'étais jeune. Si tu cherches de la vieille télé que t'as pas écouté ou que t'as déjà vu par le passé, tu peux vraiment te diriger vers Tubi. Puis même si c'est pas pour écouter Transformers, il y a en masse de crap. Il y a d'autres choses. Il y a beaucoup de crap sur Tubi. Il y a des bons films aussi, mais il y a beaucoup de crap. Puis il y a Pluto TV. J'en avais-tu parlé de ça? Oui, tu m'en avais parlé de ça. C'est ça. Je l'ai installé. Excellent. Bon. Beaucoup de choses à écouter. Trop de choses à écouter. D'ailleurs, on va se laisser là-dessus. Mais merci, Étienne, d'avoir pris le temps de lire la BD, de préparer des nouvelles et d'être venu à l'émission cette semaine. Ah oui, juste pour conclure, les gens qui sont intéressés, il y a un jouet de Gigawatts qui est en vente. Si vous n'avez pas réussi à mettre la main dessus quand il est sorti, il se revend très, très, très cher. Parce que la compagnie qui les fait, Hasbro, a comme compris qu'il y a des grands fans de Transformers qui ont maintenant vieilli avec la franchise depuis 40 ans et qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur des vieilles bébelles en plastique. Qui ne coûtent rien à faire. Qui ne coûtent rien à faire. Fait qu'il y a un modèle de Gigawatts qui existe, qui est très beau. Il y a celui aussi de la série Ghostbusters, Rencontre les Transformers, qui était la Ecto 1 qui se transforme en Transformers, qui est aussi très belle et qui, elle aussi, a un jouet et qui est très difficile à trouver aujourd'hui. Si vous la retrouvez, elle est un peu plus chère. Malheureusement, ils ont fait à un moment donné un crossover Top Gun et Transformers, mais il n'y a jamais eu de comic book, mais il y a un jouet qui existe encore une fois de ce crossover-là. Juste pour que ça soit un F-18 qui se transforme. C'est ça. Il s'appelle comment, tu penses, le F-18? T'es-tu capable de le trouver? Je sais pas. Maverick, comme le nom de Carl de Tom Cruise. Ça, une autre affaire, là. J'avais jamais écouté Top Gun non plus. Oh shit! Je l'ai écouté il y a quelques mois. C'est vrai? La première fois. T'as-tu aimé ça? Bof. Ah ouais, ok. Pas tant que ça. J'ai vu l'original, là. J'ai pas vu le Maverick, le dernier. Si t'as pas aimé l'original, tu vas pas aimer le... c'est un film des années 80. Sure. C'est pas... c'est très, très années 80. Il manque il n'y a pas de jag. Il n'y a pas de joke vaguement raciste, par contre. Ça m'a surpris. Donc, c'est pas vraiment un film des années 80. Mais sinon, il y a beaucoup de clichés de l'époque qui sont dedans. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu es à décider demain, Étienne?
Il n'y en a pas de Décidérés. Ah non, ils prennent pause. On est en break. C'est vrai, 6 semaines. Les studios Juste pour rire sont fermés. Fait que tout ce qui s'en vient, pour moi, ça va être dans Décidérés, ça va être le 28 à l'attente. C'est quoi? Oh yeah! Sinon, eux, ils sont à ZooFest le 18 sur le Mixboss, mais moi, je ne serai pas de la partie pour celui-là. OK. Mais tu vas être le 15 à Noël chez Le 15, par contre, Noël chez Isidore sur le Mixboss. Et nous autres, le 27 avec Samuel Quentin dans l'attente, c'est quoi? Pour avec l'auteur de... Plus de hits, plus de fun! Oui, c'est ça. C'est eux, ça? J'espère que c'est eux. I guess que c'est eux. J'imagine que c'est eux. Numéro 1! Numéro 1. Tout le monde est numéro 1. Mais merci à toi, Étienne. Merci à vous autres à la maison. Puis on se voit la semaine prochaine. I guess, j'imagine. On va essayer de trouver quelqu'un la semaine prochaine. OK, bye. Ciao. All right. Bye tout le monde.